accueil et transmettre à Fabrice pour qu'il nous parle d'intelligence artificielle. 2004 déjà. Quelques mots préliminaires. Ça sera un peu un mix de Dita Molière et Dita Shakespeare. C'est la première fois que je vais donner une conférence en français en 15 ans, en 10 ans sur Fluid Topics. Ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ça veut dire aussi que je suis ravi de voir qu'en France, ce qui tourne autour de Dita, autour de la documentation technique structurée, prend de l'ampleur, puisque c'était plutôt un marché développé à l'international et très très peu en France. Voilà, et puis c'est plus qu'un honneur, c'est aussi une lourde tâche. J'ai un peu souvent le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression que ce que je dis, tout le monde, c'est une évidence. Donc on va voir, vous me direz à la fin si oui ou non ça a été utile pour vous. Voilà, donc je me suis Fabrice Lacroix, je suis le fondateur et le patron d'une société qui s'appelle Fluid Topics. C'est ce qu'on fait. On s'occupe de la delivery du contenu. Donc on n'est pas du côté de l'écriture, on n'est pas dans les outils d'écriture de doc. On s'est déjà occupé de réinventer la façon dont le contenu est mis à disposition des utilisateurs, transformer l'expérience d'accès à l'information, l'expérience de lecture. Voilà, donc c'est une grosse plateforme logicielle dans laquelle vous pouvez pousser tous les contenus que vous avez et on fabrique un truc un peu magique au milieu. Et avec ce truc magique, dont on va un peu parler aujourd'hui, parce qu'il y a de l'IA maintenant là-dedans, on connecte ça à tous les points de contact, les touchpoints, comme on dit, ça va être dur, hein, pour moi en français la première fois. Tous les points de contact dans lesquels les utilisateurs vont venir consommer l'information. Voilà. Alors sachant que ça peut être du Dita, mais pas que, et au-delà du débat, est-ce que Dita c'est mieux, moins bien, de toute façon, on a rarement vu des sociétés dont nos clients, je crois qu'il n'y a pas un seul de nos clients qui n'a qu'un format en interne. Dita peut représenter une espèce de noyau central de documentation un peu contrôlé, mais pour gagner en vélocité de production, on voit dans toutes les entreprises, chez tous nos clients, que les développeurs contribuent en Markdown, il y a des wikis qui traînent, le marketing où les experts peuvent envoyer des fichiers Word. Donc en fait, le bénéfice de Fluid Topics, c'est de prendre tout ça, qui peut collecter tout ce que vous avez autour du produit en interne et de faire comme si, à la fin, l'impression que ça donne, c'est que ça, c'est comme si tout avait été écrit super bien en Dita, alors qu'en fait, à la racine, vous gagnez beaucoup en souplesse. Parce que c'est pas du tout que du Dita. Voilà, donc on aide notre business, c'est d'aider nos clients à fournir un meilleur support client, de meilleures opérations services. Voilà. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup de logos français. On a quelques clients français, on n'en a même pas 5, on en a 4, 3, 4. Vous voyez, mais on travaille plutôt 60% aux États-Unis, on a plutôt grands et petits comptes, mais beaucoup de très grands comptes un peu partout dans le monde qu'on aide voilà, qui nous ont choisis pour ça. Donc on a un peu la plateforme leader sur le truc. Donc on aimerait bien devenir leader en France et que ça se développe, parce que je suis un peu triste qu'on n'ait pas plus de clients français, qu'on ait autant de succès à l'international et si peu de notoriété en France. Cela dit, on va parler IA. Je vais commencer par une courbe, c'est une courbe que vous connaissez sans doute, qui est celle qu'utilise le Gartner pour représenter ce qu'on appelle le Technology Hype Cycle. C'est la façon dont les technologies sont adoptées, se développent. Et donc avec ce truc bien connu, qui pour ceux qui ne connaissent pas, que souvent quand une technologie émerge, il y a une espèce d'enthousiasme un peu naïf par moment sur le fait que c'est un peu génial, que ça va tout changer, que ça va révolutionner le monde. On s'aperçoit au bout d'un moment, enfin les adopteurs, le public découvre au bout d'un moment que ça ne marche pas forcément si bien que ça, donc une espèce de phase de déception et de désamour. Et puis petit à petit, on comprend, alors déjà la technologie évolue elle-même, on comprend comment ça se met à marcher, on sait où l'utiliser mieux jusqu'à ce que ça s'intègre de façon un petit peu transparente dans nos vies quotidiennes. Et donc en 2023, alors ils en font sur plein de thématiques, hein, et puis une thématique globale qui s'appelle Emerging Technologies. Et en 2023, donc GenAI était au pic, était au sommet du c'est génial, ça fait tout, ça va révolutionner le monde, avec une maturité attendue 2 à 5 ans. L'idée c'était que d'ici 2 à 5 ans, donc ça veut dire entre 2025 et 2028, ça sera mature, ça sera le plateau, on sera là en 2027, on va dire. 2028. Ça, c'était en 2023. Alors, en 2024, ils l'ont mis à jour, hein, en août 2024 après 2023, et on voit qu'en effet, Generative AI commence à plonger. Je pense que vous avez tous entendu ça, il commence à y avoir des doutes sur le fait que ça fonctionne, les problèmes d'hallucination, de performance, de pertinence, le fait que ça crame un peu trop d'électricité, donc il y a plein de choses autour de ça.
On voit aussi un truc qui est apparu, qui est prompt engineering, vous voyez. Alors, on est encore en montée pour l'instant. On croit encore qu'avec un peu de prompting, on va arriver à tout faire. On est là. Alors, la question qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est dans le cadre de la TechDoc, puisque finalement, la vision de Gartner, c'est dans un contexte absolument générique, hein, sans use case et sans industrie particulière. Nous, on va s'intéresser plutôt à, pour nous, dans le monde de la TechDoc, que ce soit à l'arrière dans l'écriture comme dans le delivery, je vais être un peu plus orienté delivery évidemment, où est-ce que ça se situe sur cette courbe et quel est le niveau de maturité, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors la réponse est, ça dépend. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ça dépend de plein de trucs, ça dépend parce qu'en fait déjà, pour ceux, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui s'y sont un petit peu tentés ou qui ont participé à des expériences dans leur entreprise, ça dépend parce que la performance de ce que vous pouvez réaliser avec de l'IA, en fait, monter un projet IA, faire tourner de l'IA, ça dépend d'énormément de facteurs, de sous-composants, de sous-parties à assembler. Ça dépend des contenus que vous avez, bien entendu. Ça dépend des modèles de langue. Ça dépend de ce que vous faites en termes de tuyauterie à l'intérieur pour tout ce qui est la partie recherche, en langage naturel, des prompts que vous écrivez. Ça dépend de l'architecture. Est-ce que vous utilisez des agents, faites des fonctions? Qu'est-ce que vous avez comme données pour évaluer? Donc il y a des dizaines de sous-parties. Et chacune de ces parties a une complexité, un niveau de maturité différente. Certains que vous contrôlez, d'autres que vous ne contrôlez pas. Typiquement les LLM, prenez ce qu'on vous donne, vous pouvez prendre le plus cher, ce qui est le meilleur à un moment donné, pour autant si ça ne fait pas le job, ça ne fait pas le job. Voilà, et puis ça dépend d'un autre truc, ça dépend du use case. C'est surtout ça, je trouve le plus important, ça ne dépend pas juste de la techno, c'est-à-dire qu'avec la techno dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, en fonction de ce que vous avez envie de faire, ça marchera ou ça ne marchera pas. Et donc on va plutôt l'aborder sous l'angle de ces cas d'usage. Use case, cas d'usage, je l'ai. On va regarder un peu ces cas d'usage, et en fait pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont très très faciles à faire et qui marchent très très bien, et que vous pouvez faire dès aujourd'hui, puis il y a des choses sur lesquelles, des terrains un peu glissants sur lesquels il est très très déconseillé d'aller, vu l'état de la techno. Voilà, et donc ça se positionne sur un autre type de courbe, plutôt exponentielle, avec des choses très simples, niveau 1, super cool, et puis des choses exponentiellement difficiles. Il y a, quand vous allez de use case en use case, il y a des trucs où c'est la complexité pour y arriver, et pour arriver à quelque chose de pas parfait, et vous coûtera 100 fois plus cher. Alors, qu'est-ce qui est niveau 1? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est super simple? Tout ce qui touche à la transformation des contenus. Alors quand je parle de contenu, c'est n'importe quoi, texte, pour faire ça. Parce qu'on reste dans le contexte de la TechDoc. Exemple typique, vous avez un portail de doc quelque part, accessible, vous avez votre doc. Tout ce qui relève d'une interaction, vous pouvez poser par-dessus le contenu. Vous avez une page, un article, un chapitre, un book complet. Summarize en français. Résumé, merci. Résume-moi ça. Très bien. Vous pouvez même faire des trucs qui marchent très très bien, très sympa. Vous avez 40 pages de procédure de maintenance, mettez un petit bouton, l'utilisateur clique et ça lui sort toutes les pièces détachées, tous les outils dont il a besoin. Vous n'avez pas besoin de maintenir les tables à jour. Pour le technicien, il peut préparer sa camionnette, sa boîte à outils et passer à l'entrepôt le lendemain, il sait exactement ce qu'il a à prendre, il arrive, il n'a rien oublié. Ça, lire 40 pages, 60 pages à la volée et générer une table de rêve de toutes les parts, je peux vous dire que ça marche très très bien avec un LLM, vous pouvez faire ça. Donc, si vous le faisiez, ça vous évite de maintenir des tables séparément, de relire vous-même le contenu quand le contenu change, vous n'avez plus besoin de faire ça. On parlera traduction un peu, sujet, gros sujet pour moi, mais on va en parler, mais vous pouvez le faire, on a des clients qui le font. Vous pouvez faire des trucs plus simples, si vous êtes éditeur logiciel, même si vous n'êtes pas, parce que de toute façon il y a du logiciel de partout, maintenant même dans le hardware, vous avez des endroits où vous avez des codes blocs, là, des exemples de code, comment utiliser telle fonction, telle chose. Vous pouvez mettre des trucs qui expliquent ou qui transforment, vous faites l'exemple de code en un langage seulement maintenant, et vous pouvez demander à LLM de traduire dans d'autres langages de programmation. Donc vous n'avez pas à maintenir l'exemple dans 10 langages de programmation, vous le mettez dans un, en Java par exemple, et puis l'utilisateur peut dire, fais-moi voir comment ça serait en Python. Vous mettez un bouton et c'est LLM qui fait la traite des langages, et hop, vous avez gagné en maintenance, vous, de développer les exemples dans plein de langages. Vous en ajoutez, et c'est plus sympa pour l'utilisateur. C'est simple pourquoi? Parce que grosso modo, vous avez le contenu, il est là.
vous prenez un prompt, je dis parce qu'un prompt, on est tous OK. Donc l'instruction à faire, donc un prompt template, vous mettez le contenu dans le prompt, vous envoyez ça à LLM, et vous récupérez le résultat. Donc le prompt, ça va être résume, traduit en, extrais-moi les pièces détachées. Alors, vous pouvez faire un peu plus long, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut dire une pièce détachée, c'est machin, fais-moi une liste. Si tu n'en trouves pas, tu n'inventes pas. Voilà, bon, votre prompt, il va faire 20 lignes au lieu d'une ligne, mais grosso modo, vous prenez l'instruction de ce qu'il y a à faire sur le texte, vous donnez le texte, vous envoyez le tout et vous avez le résultat. Donc ça donne des choses comme ça. Pas de démo, que des screenshots, mais vous avez un texte, vous mettez un petit bouton résume, appui, et hop, ça vous résume le document. Vous pouvez faire des choses aussi côté content authoring assez sympa. Ça reste la transformation de contenu. Vous pouvez demander, vous pouvez imaginer que nous on a mis ça dans notre portail de doc. Les gens en interne et les gens qui gèrent la doc ont un petit bouton comme ça et ils peuvent demander des trucs du genre suggère-moi une façon de les réécrire. Donc vous pouvez faire d'une certaine façon et demander, vous avez des prompts, vous avez un prompt, vous dites au LLM, est-ce que tu peux me proposer des suggestions de réécriture, ou de façon plus structurée, ou de façon moins littéraire, et ainsi de suite. Donc vous pouvez demander de l'aide à l'écriture, à la réécriture. Un truc qu'on utilise beaucoup, nous, c'est la génération de quiz. On a des endroits où on aime bien que le lecteur, à la fin, ou même régulièrement dans le texte, alors vous pouvez le faire pré-généré, puis vous modérez le quiz, voire même dynamiquement dans le texte. Vous pouvez rendre le truc un peu interactif, et à un moment donné, vous pouvez mettre des boutons, ou derrière le prompt, vous avez un prompt qui dit pour cette section qui vient de passer, génère 2 questions de quiz. Et donc l'utilisateur régulièrement va tester s'il a assimilé les concepts. Et donc vous n'avez pas besoin d'imaginer le quiz, ça marche super bien. Le LLM va générer des questions comme ça, interactives, et puis vous mettez une petite interface sympa en JavaScript dessus, et hop, un petit jeu, et au fur et à mesure de la lecture, dans un mode découverte de votre produit, de contexte, l'utilisateur peut interagir comme ça, avoir une espèce de petit... vous pouvez gamifier la lecture. Un truc que je trouve encore plus intéressant, alors ça c'est côté à la fois écriture et maintenance du code, vous avez imaginé ce cas, vous avez votre produit, je vais mettre dans un cas standard, vous écrivez vos manuels en anglais, donc un manuel d'installation, un manuel d'utilisation, puis vous avez des contenus annexes, des petites notes de troubleshooting, des questions-réponses, vous avez des agents de support qui écrivent une petite knowledge base à côté. Et puis vous commencez à traduire parce que vous le vendez aussi en France. Ça, alors je ne vais pas traduire, vous dites bon, on ne va pas faire l'installation, mais le guide d'utilisation on va le faire en allemand. Vous êtes toujours dans la V1. Puis un jour, votre produit marche super bien, vous dites il y a grosse demande sur le marché asiatique, et donc traduisez, vous mettez en japonais. Et puis là, vous avez quelques contenus annexes aussi qui commencent à émerger en japonais. Et puis vous attaquez l'Amérique du Sud, donc vous faites une version espagnole, mais le produit c'est pas exactement le même, parce qu'il y a des problèmes régulatory, donc il faut adapter le produit, il y a des fonctions qui n'existent pas. Donc commencez à... Donc là, Dita, super pratique, vous pouvez créer vos variantes, mettez des conditions sur vos trucs, donc cas d'usage parfait, Dita ici. C'est bien, c'est pour la doc, puis vous avancez, puis une V2 du produit, donc même chose, c'est avancer votre doc. Et puis la V2 de la variante pour l'Asie. Et donc, à un moment donné, la question qu'on se pose, donc ça c'est assez standard hein, dans une boîte pour l'instant, vous dites où est-ce qu'il va. Et bien j'ai une question très très simple pour vous, c'est qu'un jour, il y a un agent de support qui écrit un article, une petite knowledge dans la KB, sur comment régler tel problème avec le produit, en V1. Et la question c'est, est-ce que cet article est toujours valable sur la V2 variante japonaise ? Parce que le gros problème, c'est pas d'écrire le contenu. Le problème, c'est de s'assurer qu'au fur et à mesure de l'évolution des produits et des variantes dans le temps, le contenu qui a été produit un jour, et particulièrement le contenu que vous ne contrôlez pas, mais c'est vrai pour le contenu que vous avez écrit, ce que vous pouvez toujours garantir, que vous n'avez rien oublié dans la mise à jour du contenu, qui fait que certaines choses sont toujours applicables, et que donc quelqu'un qui va tomber sur ce contenu en cherchant comment résoudre un problème, ne va pas se tromper, il ne va pas utiliser quelque chose qui n'est plus valable. Et c'est là où c'est sympa, c'est que vous pouvez faire des trucs. Alors je vais appeler ça Killer App à chaque fois, c'est le truc qui est un peu plus le cran d'après, qui est très intéressant. C'est typiquement, vous pouvez utiliser l'IA pour faire du contrôle de cohérence entre, déjà dans la même version, entre ce que vont écrire, par exemple, des agents de support qui vont commencer à se créer une petite knowledge base à côté, et votre doc de référence, et s'assurer qu'il n'y a pas de disjonction, et également vérifier que ce qui a été écrit dans le passé pour un produit dans une version sur un marché peut
peut s'appliquer en termes de savoir, en termes de vérité, à d'autres versions du produit, dans des variantes différentes, plus tard. Les prompts sont assez un peu plus compliqués à écrire, mais il y a des choses très amusantes à faire. Donc ça, c'est un bon usage de l'IA, typiquement, qui est tout le contrôle de la validité de ce que vous avez écrit, en tant qu'entreprise. Ce que vous avez écrit individuellement, vous pouvez le contrôler. Ce que le groupe a écrit, ce que la dynamique de groupe génère, vérifier que ça fonctionne dans le temps, c'est un vrai sujet. Par les traductions, ça fonctionne. On a des clients, nous, qui l'ont mis en prod. On a un client, en plus, il était dessus, je crois, Bertrand. C'est Siemens qui a mis dans son interface, donc à nos clients, petit bouton, et quand vous cliquez, vous choisissez une langue, et là, il y a 25 langues. Quand vous cliquez sur le bouton, comme là, je l'ai fait en français, mais il y a des langues improbables que je ne connaissais pas. Et quand vous demandez la trad, hop, ça ouvre un petit panneau, et ça traduit, enfin, à la volée, à la façon LLM, on voit le truc traduire comme ça, et ça se met côte à côte, et donc vous avez le texte original, enfin, de la langue originale, et le texte demandé. On reviendra sur la trad. On l'a fait en pluguant sur un LLM. C'est pas forcément optimal, mais finalement, quel que soit le moteur de trad qui est derrière, que ce soit un LLM ou un moteur de traduction automatique spécialisé, en tout cas, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a un intérêt qui s'est mis en place sur l'idée de la trad à la volée dans beaucoup d'entreprises, et je reviendrai dessus plus tard. Ah bah non, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Ça tombe bien. Et donc, si on parle trad en particulier, donc c'est un truc intéressant. Donc, imaginez même chose, vous avez votre contenu. Voilà, je vais sur Interaction parce qu'il y a beaucoup d'experts de la trad, j'imagine ici Dominique au premier chef. Donc, vous avez votre contenu écrit initialement, disons, en anglais. Puis, ce que je disais, souvent vous avez des versions de produits, des variantes de produits, puis vous multipliez ça par le nombre de produits que vous avez, ça fait beaucoup de pages. Et la question que se posent beaucoup de boîtes, en tout cas nous quand on leur parle, c'est combien de ce contenu, quel volume, quelle partie de ce contenu on doit traduire. A fortiori, si vous voulez être un peu mondialisé et votre business s'étend. Et j'avais pris un exemple, alors je ne sais pas si les chiffres sont vrais, tu me confirmeras, mais si vous prenez 100 000 pages à 400 mots par page et à 15 cents le mot, la traduction initiale du corpus, ça coûte 300 000 $, ce qui vaut à peu près 300 000 € maintenant, c'est pratique. Vous enlevez quelques repeats dans tout ça, c'est vraiment une traduction initiale, on va descendre à 200 000. Sauf que si vous avez 10 langages que vous l'attaquez, ça vous coûte 2 millions. C'est beaucoup d'argent. Et là, c'est que les coûts de trad direct chez LSP, après vous rajoutez les process internes, les outils, ainsi de suite. Voilà. Et donc le marché de la trad, c'est 50 milliards. J'ai eu une discussion passionnante un jour sur ce que je vais vous montrer là, avec le patron de la doc de SAP, Sven, que beaucoup connaissent ici, Sven York. Et je lui dis, on travaille là-dessus. Il me dit, ben, nous aussi. Et il me dit, moi, c'est 50 millions par an, la trad. Donc, je peux vous dire qu'ils ont tout automatisé. Ils ont enlevé les LSP, ils font tout comme je vais vous montrer. Parce qu'à 50 millions, le jeu en valait la chandelle. Et donc, l'approche classique de la trad et du multilingue est le suivant. Vous écrivez dans une langue donnée, admettons l'anglais ou le français. Vous appelez votre LSP favori. Vous faites traduire vos contenus. Il vous renvoie ça, vous les mettez dans votre CCMS, ce qui le fait gonfler un petit peu, parce que si vous avez 10 langues et vous avez 100 000 topics, bah, tout à coup vous avez 1 million de topics dans votre CMS. Puis vous publiez tout vers Fluid Topics, d'accord, donc vous pushez 1 million de topics. Et puis derrière, bah, l'utilisateur est content, il va faire sa requête en japonais, si vous avez traduit en japonais, il va trouver son contenu, il va le lire. Si vous avez tout traduit. Le problème, c'est que dans ce modèle-là, si vous traduisez 50% de votre corpus japonais, le japonais voit 50% de votre contenu seulement. Et ça, c'est un problème. Voilà, donc ça, c'est le mode classique. Et il s'avère que la trad machine, ça marche. Alors, je ne parle pas des LLM, je parle vraiment de la vraie trad machine. Il y a plein d'études là-dessus. J'ai mis une petite référence ici, c'est mesuré. Hein, quand c'est mesuré, c'est scientifiquement mesuré. Ça fonctionne. Ça fonctionne d'autant mieux en plus sur, en plus c'est générique ici, ça fonctionne d'autant mieux sur la TechDoc. La TechDoc c'est fait pour être non ambigu. Vous écrivez pour que l'utilisateur comprenne la phrase, pas de double négation, vous voyez, vous ne faites pas de trucs comme ça normalement, des bons professionnels. Donc il y a du jargon, certes, mais vous fournissez des glossaires. Voilà, vous pouvez entraîner avec vos
vos traductions passées que vous avez payées très cher, et ça fonctionne très 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 bien, Sven confirmait. Je reviens à SAP, parce qu'en plus c'était intéressant pour moi d'avoir cette discussion avec lui, parce que j'avais des chiffres, si vous voulez, entre ce qu'on voit et d'avoir une boîte qui a fait ça, la taille des SAP, qui a tout mesuré. Il disait on a 96% de taux de qualité, on est meilleur quasiment que les humains. Enfin, il n'y a pas de différence. Il dit on a bénéficié du fait qu'on ait payé des LSP pendant 20 ans avec des gens qui ont fait du manuel, mais on a tellement de stock de doc qu'entraîner un moteur de trad, ça a été super simple. On a poussé les glossaires après, et puis c'est terminé, quoi. Et il dit c'est meilleur maintenant. Donc ils ont été traduire. Ils ont été traduire manuellement, ils sont passés en trad auto totalement. Alors, ça veut dire quoi passer en trad auto? Ça, c'est la partie intéressante. Ça veut dire que vous pourriez même arrêter de pré-traduire. Parce qu'en fait, dans l'idée de tout le monde, c'est que la trad, c'est un truc... Parce que dans le process humain, vous le faisiez avant la publication. En fait, si vous remettez le process en cause complètement, vous enlevez l'humain, vous remplacez par une machine, pourquoi pré-traduire? Vous pouvez très bien écrire en anglais, vous poussez tout en anglais ou en français, vous avez un langage de référence, vous poussez tout, vous poussez qu'une langue, c'est plus rapide, vous n'attendez pas, vous n'appelez rien. Et quand un utilisateur japonais arrive, il va chercher en japonais, on va traduire la recherche à la volée, quelques mots, une phrase, dans un chatbot. Vous récupérez votre trad en anglais, la query. L'utilisateur ne voit rien, lui il a tapé en japonais, juste vous chopez la query, vous traduisez les mots-clés, ainsi de suite. Vous faites tourner votre recherche sur le corpus anglais. Le moteur de recherche vous renvoie une page réponse en anglais, que vous traduisez en japonais à la volée. Vous renvoyez au résultat à l'utilisateur une belle page en japonais, alors qu'il n'y a rien en japonais. L'utilisateur va cliquer sur un document, et vous traduisez le document à la volée. C'est terminé. Et là, vous n'avez pas le problème de savoir si vous avez traduit 10, 5, 20, 50 ou 80% de votre corpus, et donc le japonais, s'il cherche en japonais sur un corpus pré-traduit, va avoir qu'une partie. Vous faites tout à la volée, ça marche très bien. Le seul truc, c'est le lag ici. C'est une discussion qu'on a souvent et sur laquelle on travaille avec WHP en particulier, c'est réduire le lag pour que la vitesse à laquelle ça s'opère fasse que ça soit complètement invisible. Aujourd'hui, sur des LLM, c'est là où, petite limitation, vu les délais de réponse du LLM qui sont un peu longs, ça c'est compliqué à faire avec un LLM. C'est acceptable pour la partie contenu, mais sur la partie recherche, c'est un petit peu lent. Voilà un petit peu le principe. Alors après, vous pouvez raffiner le process. Vous pouvez vous dire, j'ai 25 langues cibles, il y a quand même l'allemand, l'espagnol, le chinois, c'est très très lu, vous pouvez pré-traduire. Vous pouvez dire, sur 25 langues cibles, je vais en faire 5 en pré-traduit, ce qui fait que je vais avoir 500 000 topics seulement à gérer dans mon CMS. Parce que 20 fois 100 000 topics, ça devient 2 millions, vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut le gérer, ça ralentit votre CMS, vous allez peut-être payer un peu plus cher. Donc vous pouvez pré-traduire une partie, vous pouvez laisser le reste à la volée. Vous pouvez pré-traduire des parties par langue, ça c'est pas très grave, ça marche très bien aussi. Et faire ça en fonction des analytics, donc utiliser les analytics pour savoir ce que les gens utilisent le plus. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs très intéressants. Voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Pour info, les coûts de trad sur un moteur, ça vous coûte 40 $ par million de caractères. Donc vous pouvez pas, faut reconnaître, ça va dépendre de votre trafic. Pour un moteur entraîné, hein, si vous prenez un moteur de trad générique, c'est 20, bon, ça n'a aucun intérêt pour vous, 20 $ par million de caractères, mais bon, il faut qu'ils soient entraînés avec vos glossaires. Donc considérez ce coût-là, 40 $ par million de caractères. Donc ça veut dire que pour 120 000 $ seulement, vous pouvez traduire 1,2 million de pages. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire beaucoup de trafic pour avoir des coûts qui sont pour autant très inférieurs à ce que vous dépenseriez chez un LSP. Je suis désolé pour le LSP. Voilà, il faut qu'ils jouent le jeu, il faut qu'ils comprennent. Exactement. Voilà un petit peu des choses qu'on peut faire sur tout ce qui est agir sur le contenu. Donc ça va de changer l'interface utilisateur, vous être aidé dans vérifier la cohérence de vos corpus, générer des quiz, jusqu'à des enjeux de traduction à la volée. Je reviens sur ce truc parce que c'est un débat souvent on a, la communauté, c'est LLM, pas LLM pour la trad, machine MT Engine ou pas. Vous pouvez même mixer. En fait, vous pouvez le faire par langue. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre des langues sur lesquelles vous avez des contenus traduits, sur lesquels les MT Engine sont très bons, et dire j'ai 25 langues, je suis très global, je vais traduire en 25 langues, vous avez 10 langues, vous allez prendre un Machine Translation Engine, et pour 15 langues exotiques, vous allez utiliser un LLM, par exemple. Vous n'avez pas d'obligation de prendre qu'une technologie. Et pourquoi? Parce que
traduire en magyar. Si vous ne l'avez jamais fait, avec le Dent Engine, ça peut être compliqué, alors qu'un LLM... Et puis peut-être que dans votre boîte, vous dites, bon, pour les 3 clients qu'on a là-bas, ça va le faire avec un LLM. C'est pas grave, c'est moins qualitatif en traduction, et pour autant, ça leur rend un service déjà important de pouvoir avoir votre contenu dans leur... Vous tapez 2 mots-clés, là, une requête à propos de protocole de single sign-on, et vous avez une page réponse, avec des liens vers d'autres pages, un peu de pub, beaucoup de pub, un peu une seule. Et ça, Bing, quand il a débarqué, comme Bing, il est très en retard sur Google, comme il est devenu pote avec OpenAI, avec Sam Altman, il a dit, prête-moi un peu de ta techno, je vais faire un truc pour essayer de faire mieux que Google, et lui reprendre des parts de marché, c'est, je vais injecter, en tête de mes réponses, un résumé à la volée. Donc ça, c'est un résumé, marqué ici, c'est très... Ici, c'est marqué ici, puis voilà, c'est un résumé. Donc on est dans le principe du résumé, mais appliqué à un moteur de recherche. Et ce que fait Bing, il fait un truc très simple. Il prend les 3, 4, 5 premiers résultats, il regarde ce qu'il y a derrière les liens et il résume les liens à la volée. C'est simple que ça. Donc c'est du résumé, mais sur les pages réponses. Et ce que ça permet de faire, ça vous évite d'avoir à cliquer sur les 4-5 premiers liens, d'aller lire le texte. Si j'ai une question que vous avez directement la réponse ici. Ce qui met très très en colère les sites. Je vous le dis, il y a un gros débat parce que les sites perdent du trafic en fait. Et donc c'est très utile pour l'utilisateur, ça peut être utile pour vous, mais les sites détestent ça. Ils considèrent que c'est du détournement, puisqu'ils continuent à se faire potentiellement de l'argent sur le dos des sites sans même amener du trafic au site, alors que le deal implicite c'était tu vis sur mon dos, mais tu m'amènes du trafic. Donc, je ne sais pas si on peut poser des questions maintenant ou réagir. Oui. Oui, des détournements de droits sur les sites internet. Moi, je vais un cran plus loin, c'est des détournements de droits des producteurs de documents, parce que nous, on a ce sujet-là, il y a tout ce que vous nous montrez, on adore, on a testé, sauf qu'à chaque fois, on se bute sur nos juristes et nos juristes qui nous disent attention, tu vas faire de la production de valeur avec ton LLM sur des documents qui ne sont pas à toi. Là, vous nous avez donné des documents qui étaient internes, créés par l'interne, donc là, il n'y a pas de sujet. Ah, mais je parle que de ça, puisqu'on parle de la TechDoc aujourd'hui. Et là, quand vous êtes sur Internet, vous êtes... Ah non, mais ça c'est pour un exemple, c'est introductif. Et l'écran d'après, c'est qu'évidemment, vous faites la même chose chez vous. Donc ça, c'est notre site de doc, vous pouvez y aller. Et vous avez, vous avez un petit truc en haut qu'on a mis, ça s'appelle « C'est trop long, je ne veux pas lire ». Et donc vous cliquez, ça vous résume les résultats. Voilà, donc en fait, vous pouvez le faire chez vous de la même façon. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montrais un peu la dynamique, la trajectoire dans laquelle ça s'inscrit. C'est un truc qui est validé et prouvé. Vous pouvez enrichir votre expérience de recherche avec des choses comme ça sur votre site de doc. Il est évident que ça, c'est sympa, mais ce que veut tout le monde, c'est ça. C'est le chatbot magique, évidemment. Pardon, c'est pas ça, c'est ça. Soyons clairs. Ça, c'est le truc que tout le monde veut. Et ça, c'est niveau un peu plus compliqué à atteindre. Alors, ça, on va en parler un peu plus. Alors, l'idée là-dedans, c'est clair et établi pour tout le monde maintenant, il n'y a plus de débat. Je le redis quand même, on n'entraîne pas un LLM, on utilise un LLM générique. Donc, si vous avez des gens qui disent « Ah non, mais pour que ça réponde à des questions sur nos contenus, il faut qu'on entraîne un LLM », ça va mal se passer chez vous. Là, ils sont au niveau 3000 et ils vont échouer. Donc, on n'entraîne pas des LLM, on utilise des LLM génériques pour ça. Mais pour qu'ils répondent sur vos produits, il faut faire un petit truc qui s'appelle du RAG, qui est très simple. Vous partez de la question de l'utilisateur. Donc la question de notre chatbot par exemple. Il y a une première étape nécessaire qui est de dire pour cette question-là, quel est le contenu que j'ai dans tout mon corpus de doc au sens large. Quand je dis doc, moi c'est pas toujours que la doc d'ITA, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans l'entreprise qu'un humain utiliserait, qu'un humain interne et sachant utiliserait pour répondre à la question. Ce qui n'est pas sans problème non plus, puisque vous savez, dans votre entreprise, trouver l'info, c'est pas toujours le truc simple. Hein. On va partir d'un monde idéal. Et donc là, étape 1, il y a une question qui est posée. Où est le contenu dans l'entreprise qui permet d'y répondre? Vous le cherchez, vous le trouvez, et là on revient dans le truc qui est bien maîtrisé, c'est on a trouvé le contenu qui répond à cette question-là, on le prend, on le donne, on le fout dans un prompt, on l'envoie à LLM et ça génère une réponse. Et là ce qui est intéressant, c'est que ce contenu ici, ça peut être 40 pages. Et donc on sait envoyer à LLM 40 pages. Alors le prompt est un peu différent, le prompt template c'est « Salut, t'es un expert, ça c'est la question de l'utilisateur, ça c'est 40 pages d'infos autour de ce sujet-là, est-ce que tu peux répondre à la question s'il te plaît ?» C'est ça le prompt, hein. Un peu plus subtil, mais pas loin d'être ça. Donc l'intérêt, c'est exactement ce que ferait un humain. Hein. Si
en fait, voyez un LLM comme un graduate student, c'est quelqu'un qui a une licence, qui sait lire et écrire, de façon générique. C'est ça un LLM. C'est quelqu'un qui est spécialiste en rien. Le niveau moyen d'un LLM, d'un ChatGPT 4o, c'est un peu mieux que licence, Master 1, maintenant. Et donc c'est quelqu'un qui a des talents de lecture et d'écriture, des skills de lecture et d'écriture génériques, mais qui n'est spécialiste en rien. En revanche, à n'importe quelle personne relativement normalement cortiquée, vous prendriez en stage, et vous lui diriez, tel client a posé telle question, tu n'es pas expert de produit, mais j'ai un documentaliste qui t'a préparé ce qu'il faut, voilà 40 pages, est-ce que tu peux lire ces 40 pages et répondre à cette question s'il te plaît? Si le contenu existe dans votre boîte, l'humain peut le faire. Votre problème, c'est est-ce que le contenu existe? Est-ce qu'il y a assez d'informations dans votre entreprise pour répondre à cette question-là? Et je parle d'informations explicites, puisque vous avez pris un stagiaire. Je ne parle pas du truc où c'est Bob qui a 20 ans de métier, dans un creux de son cerveau, il se souvient qu'il y a 12 ans, il y a un cas similaire, et c'est ça le problème. Et le problème sur lequel on est confronté, c'est ça. C'est l'explicitation des savoirs, parce qu'un LLM ne va pas les inventer. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez formalisé suffisamment de contenu dans votre entreprise pour qu'on puisse trouver ce contenu-là, même s'il y en a beaucoup, que c'est un peu désorganisé, ça c'est la partie cool des LLM, vous pouvez balancer 40 pages à un LLM, lui dire ça c'est la question, voilà 40 pages de savoir autour de ce truc-là, génère-moi la réponse. Ça marche plutôt pas mal, honnêtement, c'est assez impressionnant. Voilà comment ça fonctionne. Alors la partie compliquée là-dedans, pourquoi c'est 10 et pas 1? Parce que ça c'est 1. Ça c'est la partie facile, on sait que ça fonctionne très très bien, les LLM savent très bien lire et écrire. C'est ce qu'on faisait le coup d'avant. La partie très difficile, c'est ça. C'est difficile parce que, alors, là encore, on va supposer que les contenus existent dans l'entreprise. Si le truc n'existe pas, si l'info n'existe pas, il n'y a aucune chance que ça réponde. Mais si l'info existe, il faut la trouver. Et le truc difficile pour le faire marcher, c'est qu'il faut trouver assez d'informations et pas trop. Je reviens, gardez toujours cette image en tête, c'est un stagiaire avec une licence 3, Master 1. C'est, si vous lui donnez 300 pages pour répondre à une question pour laquelle la réponse existe dans 2 pages seulement, vous l'avez noyé, potentiellement, il va commencer à délirer un peu sur ce qu'il va vous raconter. Parce qu'il va peut-être penser que les 300 pages sont importantes. Et si vous lui avez donné 300 pages, mais en tant qu'humain, c'est peut-être qu'il faut faire une réponse un peu élaborée, thèse, antithèse, synthèse et tout ça. Si à l'inverse, l'information nécessaire est disponible sur 10 pages mais que vous lui en donnez 8, il va y avoir des trous dans la réponse. Donc la question difficile, la question est la même que celle si vous nourrissiez un humain pour le faire travailler, c'est suffisamment de contenu mais pas trop de contenu. Et c'est ça qui est difficile, que les gens ne comprennent pas, on parlera après des échecs dans ces sujets-là, c'est que la partie la plus difficile, c'est ça, parce qu'il faut fournir exactement le bon volume de contenu au LLM, la bonne taille. Donc, pour ça, il faut des technos spécifiques. Je sais qu'aujourd'hui, on fait ces recherches-là en mélangeant 2 types de technos, les bonnes vieilles technos classiques de moteurs de recherche à mots-clés, et les moteurs de recherche maintenant dits sémantiques, qui fonctionnent avec des technos différentes, sur le calcul d'embeddings, de similarité, je passe. Si vous voulez, on en discutera hors conférence. Et aussi la difficulté étant, quand vous commencez à ajouter dans votre pile technologique 2 types de moteurs, il faut qu'ils fonctionnent de façon cohérente, en tant que métadonnées, sur les fils, sur les droits d'accès, parce qu'il ne faut pas nourrir le LLM avec des documents confidentiels que l'utilisateur n'aurait pas le droit de voir non plus. Il faut que la réponse soit adaptée à ses droits. Donc ça fonctionne très bien si vous savez faire la techno, ou si vous achetez Fluctopix qui a fait la techno pour vous, parce que nous ça fonctionne vachement bien, nos clients ils adorent. Alors c'est quoi les killer apps là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y en a une que moi j'adore, on avait commencé par ça il y a 2 ans, on avait cherché le use case le plus difficile et le plus intéressant, et qui reste pour moi le use case le plus intéressant, c'est celui du support client évidemment. Alors oui, vous allez mettre le chatbot, mais le chatbot, comme je disais, potentiellement, il voit qu'une partie de la doc, alors qu'un agent de support, il peut voir plus de doc, plus d'informations en interne. Et donc on va se mettre dans le cadre le corpus est maximal, toute l'info de l'entreprise est disponible, un utilisateur ne comprend pas quelque chose, ou n'est pas venu lire la doc, ou ne veut pas parler votre chatbot parce qu'il a peur du chatbot, et donc il va ouvrir un ticket. Catastrophe, ça coûte très cher à traiter. Et donc, que fait un agent de support? Et bien c'est un proxy entre une question et une réponse. C'est exactement votre stagiaire dont j'ai parlé le coup d'avant.
il va prendre la question de l'utilisateur, il va aller lire la doc à sa place et il va lui faire la réponse. C'est ce que fait un agent de support. Il fait le LLM. Alors, pour être performant, évidemment, plus il a répondu à des questions, mieux il connaît les produits, moins il a besoin d'aller voir la doc, et plus il va pouvoir répondre en temps réel. Okay, mais de temps en temps, l'utilisateur pose une question compliquée, et donc votre agent de support, il va retourner plonger dans la doc, il va aller lire. Alors c'est là où c'est pas documenté, il va commencer à appeler tout le monde dans la boîte et écrire sur Slack pour avoir la réponse. Mais on reste dans le cas idéal, vous avez tout écrit. Tout est là, tout existe, d'une façon ou d'une autre. Et donc l'idée, c'est un proxy. Un agent de support, c'est un proxy humain entre l'utilisateur et votre doc. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut remplacer ce proxy humain par un proxy machine que n'a pas voulu utiliser votre client parce qu'il ne veut pas parler à votre chatbot peut-être. Et donc la question, c'est est-ce que vous pouvez faire générer la réponse initiale par l'IA, potentiellement la faire quand même relire rapidement par votre agent de support, avant de la montrer au client. Donc on l'a mis en place chez nous, une screenshot, alors on a changé depuis, on est passé dans Zodesk, voilà, c'était sûr, on était sur Jira Service Desk. Ce que vous voyez là, c'est une question client, réelle, pour de vrai. Et vous voyez que la première réponse du thread, c'est une réponse du robot, Product Bot. Et donc ça prend une seconde. C'est-à-dire qu'une seconde après que le client ait posé sa question, le robot a répondu à la réponse, a répondu à la question. Sauf que le client ne le voit pas. Et il y a marqué internal. Et non seulement il y a la réponse, mais il y a aussi les liens vers la doc qui permet de fabriquer cette réponse. Et donc ce que fait ensuite ce que font après nos experts support, c'est quand même de lire ça, vérifier que c'est valide. S'ils ont un doute, s'ils pensent que c'est incomplet, ils peuvent éditer, post-éditer, et surtout s'ils disent « Ah bon ? Ah, tiens, je ne savais pas », ils ont les liens, ils peuvent aller voir la doc. Donc ils n'ont même plus à chercher pour savoir où ça se trouve. Donc on leur donne les deux. Et donc, vous pouvez, alors, si vous êtes très confiant, vous pouvez balancer ça directement au client. Et un truc qui marche bien, c'est déjà de le faire relire par un agent, sauf que le bénéfice, il est gigantesque. Vous divisez par 2 le temps de réponse, parce que toute la phase d'écriture, ne serait-ce que d'écrire la réponse, même si vous la connaissez en tant qu'agent, c'est super long. C'est pour ça que les agents font ce qu'on appelle des petites KB, ça leur permet de se faire des copier-coller. En fait, vous tapez 2 mots-clés, là, une requête à propos de protocole de single sign-on, et vous avez une page réponse, avec des liens vers d'autres pages, un peu de pub, beaucoup de pub, un peu une seule. Et ça, Bing, quand il a débarqué, comme Bing, il est très en retard sur Google, comme il est devenu pote avec OpenAI, avec Sam Altman, il a dit, prête-moi un peu de ta techno, je vais faire un truc pour essayer de faire mieux que Google, et lui reprendre des parts de marché, c'est, je vais injecter, en tête de mes réponses, un résumé à la volée. Donc ça, c'est un résumé, marqué ici, c'est très... Ici, c'est marqué ici, voilà, c'est un résumé. Donc on est dans le principe du résumé, mais appliqué à un moteur de recherche. Et ce que fait Bing, il fait un truc très simple. Il prend les 3, 4, 5 premiers résultats, il regarde ce qu'il y a derrière les liens et il résume les liens à la volée. C'est simple que ça. Donc c'est du résumé, mais sur les pages réponses. Et ce que ça permet de faire, ça vous évite d'avoir à cliquer sur les 4-5 premiers liens, d'aller lire le texte. Si j'ai une question que vous avez directement la réponse ici. Ce qui met très très en colère les sites. Je vous le dis, il y a un gros débat parce que les sites perdent du trafic en fait. Et donc c'est très utile pour l'utilisateur, ça peut être utile pour vous, mais les sites détestent ça. Ils considèrent que c'est du détournement, puisqu'ils continuent à se faire potentiellement de l'argent sur le dos des sites sans même amener du trafic au site, alors que le deal implicite c'était tu vis sur mon dos, mais tu m'amènes du trafic. Donc, je ne sais pas si on peut poser des questions maintenant ou réagir. Oui. Oui, détournement de droits sur les sites internet. Moi, je vais un cran plus loin, c'est détournement de droits des producteurs de documents, parce que nous, on a ce sujet-là, il y a tout ce que vous nous montrez, on adore, on a testé, sauf qu'à chaque fois, on se bute sur nos juristes et nos juristes qui nous disent attention, tu vas faire de la production de valeur avec ton LLM sur des documents qui ne sont pas à toi. Là, vous nous avez donné des documents qui étaient internes, créés par l'interne, donc là, il n'y a pas de sujet. Ah, mais je parle que de ça, puisqu'on parle de la TechDoc aujourd'hui. Ouais, et là, quand vous êtes sur Internet, vous êtes... Ah non, mais ça c'est pour un exemple, c'est introductif. Et l'écran d'après, c'est qu'évidemment, vous faites la même chose chez vous. Donc ça, c'est notre site de doc, vous pouvez y aller. Et vous avez vous avez un petit truc en haut qu'on a mis, ça s'appelle « C'est trop long, je ne veux pas lire ». Et donc vous cliquez, ça vous résume les résultats. Voilà, donc en fait, vous pouvez le faire chez vous de la même façon. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montrais un peu la dynamique, la trajectoire dans laquelle ça s'inscrit.
c'est un truc qui est validé, éprouvé, et vous pouvez enrichir votre expérience de recherche avec des choses comme ça sur votre site de doc. Il est évident que ça, c'est sympa, mais ce que veut tout le monde, c'est ça. C'est le chatbot magique, évidemment. Pardon, c'est pas ça, c'est ça. Soyons clairs. Ça, c'est le truc que tout le monde veut. Et ça, c'est niveau un peu plus compliqué à atteindre. Alors, ça, on va en parler un peu plus. Alors, l'idée là-dedans, c'est clair et établi pour tout le monde maintenant, il n'y a plus de débat. Je le redis quand même, on n'entraîne pas un LLM, on utilise un LLM générique. Donc, si vous avez des gens qui disent « Ah non, mais pour que ça réponde à des questions sur nos contenus, il faut qu'on entraîne un LLM », ça va mal se passer chez vous. Là, ils sont au niveau 3000 et ils vont échouer. Donc, on n'entraîne pas des LLM, on utilise des LLM génériques pour ça, mais pour qu'ils répondent sur vos produits, il faut faire un petit truc qui s'appelle du RAG, qui est très simple. Vous partez de la question de l'utilisateur, donc la question de notre chatbot par exemple. Il y a une première étape nécessaire qui est de dire, pour cette question-là, quel est le contenu que j'ai dans tout mon corpus de doc au sens large. Quand je dis doc, moi c'est pas toujours que la doc d'ITA, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans l'entreprise qu'un humain utiliserait, qu'un humain interne et sachant utiliserait pour répondre à la question. Ce qui n'est pas sans problème non plus, puisque vous savez, dans votre entreprise, trouver l'info, c'est pas toujours le truc simple. Hein. On va partir d'un monde idéal. Et donc là, étape 1, il y a une question qui est posée. Où est le contenu dans l'entreprise qui permet d'y répondre? Vous le cherchez, vous le trouvez, et là on revient dans le truc qui est bien maîtrisé, c'est on a trouvé le contenu qui répond à cette question-là, on le prend, on le donne, on le fout dans un prompt, on l'envoie à LLM et ça génère une réponse. Et là ce qui est intéressant, c'est que ce contenu ici, ça peut être 40 pages. Et donc on sait envoyer à LLM 40 pages. Alors le prompt est un peu différent, le prompt template c'est « Salut, t'es un expert, ça c'est la question de l'utilisateur, ça c'est 40 pages d'infos autour de ce sujet-là, est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît ?» C'est ça le prompt. Hein. Un peu plus subtil, mais pas loin d'être ça. Donc l'intérêt, c'est exactement ce que ferait un humain. Hein. Si, en fait, voyez un LLM comme un graduate student, c'est quelqu'un qui a une licence, qui sait lire et écrire, de façon générique. C'est ça un LLM. C'est quelqu'un qui est spécialiste en rien. Le niveau moyen d'un LLM, d'un ChatGPT 4o, c'est un peu plus de puissance, Master 1, maintenant. Et donc c'est quelqu'un qui a des talents de lecture et d'écriture, des skills de lecture et d'écriture génériques, mais qui n'est spécialiste en rien. En revanche, à n'importe quelle personne relativement normalement cortiquée, vous prendriez en stage, et vous lui diriez, tel client a posé telle question, t'es pas expert de nos produits, mais j'ai un documentaliste qui t'a préparé ce qu'il faut, voilà 40 pages, est-ce que tu peux lire ces 40 pages et répondre à cette question, s'il te plaît? Si le contenu existe dans votre boîte, l'humain peut le faire. Votre problème, c'est est-ce que le contenu existe? Est-ce qu'il y a assez d'informations dans votre entreprise pour répondre à cette question-là? Et je parle d'informations explicites, puisque vous avez pris un stagiaire. Je ne parle pas du truc où c'est Bob qui a 20 ans de métier, dans un creux de son cerveau, il se souvient qu'il y a 12 ans, il y a un cas similaire, et c'est ça le problème. Et le problème sur lequel on est confronté, c'est ça. C'est l'explicitation des savoirs, parce qu'un LLM ne va pas les inventer. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez formalisé suffisamment de contenu dans votre entreprise pour qu'on puisse trouver ce contenu-là, même s'il y en a beaucoup, que c'est un peu désorganisé, ça c'est la partie cool des LLM, vous pouvez balancer 40 pages à un LLM, lui dire ça c'est la question, voilà 40 pages de savoir autour de ce truc-là, génère-moi la réponse. Ça marche plutôt pas mal. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Voilà comment ça fonctionne. Alors, la partie compliquée là-dedans, pourquoi c'est 10 et pas 1? Parce que ça, c'est 1. Ça, c'est la partie facile. On sait que ça fonctionne très très bien. Les LLM savent très bien lire et écrire. C'est ce qu'on faisait le coup d'avant. La partie très difficile, c'est ça. C'est difficile parce que, alors, là encore, on va supposer que les contenus existent dans l'entreprise. Hein. Si le truc n'existe pas, si l'info n'existe pas, il n'y a aucune chance que ça réponde. Mais si l'info existe, il faut la trouver. Et le truc difficile, pour le faire marcher, c'est qu'il faut trouver assez d'informations et pas trop. Je reviens, gardez toujours cette image en tête, c'est un stagiaire avec une licence 3, un master 1. C'est, si vous lui donnez 300 pages pour répondre à une question pour laquelle la réponse existe dans 2 pages seulement, vous l'avez noyé, potentiellement, il va commencer à délirer un peu sur ce qu'il va vous raconter. Parce qu'il va peut-être penser que les 300 pages sont importantes. Et si vous lui avez donné 300 pages, mais en tant qu'humain, c'est peut-être qu'il faut faire une réponse un peu élaborée, thèse, antithèse, synthèse et tout ça.
Si à l'inverse, l'information nécessaire est disponible sur 10 pages, mais que vous lui en donnez 8, il va y avoir des trous dans la réponse. Donc la question difficile, la question est la même que celle si vous nourrissiez un humain pour le faire travailler, c'est suffisamment de contenu, mais pas trop de contenu. Et c'est ça qui est difficile, que les gens ne comprennent pas, on parlera après des échecs dans ces sujets-là, c'est que la partie la plus difficile, c'est ça, parce qu'il faut fournir exactement le bon volume de contenu au LLM, la bonne taille. Donc, pour ça, il faut des technos spécifiques. Je sais qu'aujourd'hui, on fait ces recherches-là en mélangeant deux types de technos, les bonnes vieilles technos classiques de moteurs de recherche à mots-clés, et les moteurs de recherche maintenant dits sémantiques, qui fonctionnent avec des technos différentes, sur le calcul d'embeddings, de similarité, je passe. Si vous voulez, on en discutera hors conférence. Et aussi la difficulté étant, quand vous commencez à ajouter dans votre pile technologique deux types de moteurs, il faut qu'ils fonctionnent de façon cohérente, en tant que métadonnées, sur les fils, sur les droits d'accès, parce qu'il ne faut pas nourrir le LLM avec des documents confidentiels que l'utilisateur n'aurait pas le droit de voir non plus. Il faut que la réponse soit adaptée à ses droits. Donc ça fonctionne très bien si vous savez faire la techno, ou si vous achetez Fluctopix qui a fait la techno pour vous. Parce que nous, ça fonctionne vachement bien, nos clients, ils adorent. Alors, c'est quoi les killer apps là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y en a une que moi j'adore. On avait commencé par ça il y a 2 ans. On avait cherché le use case le plus difficile et le plus intéressant. Et qui reste pour moi le use case le plus intéressant, c'est celui du support client, évidemment. Alors, oui, vous allez mettre le chatbot. Mais le chatbot, comme je disais, potentiellement, il voit qu'une partie de la doc, alors qu'un agent de support, il peut voir plus de doc, plus d'informations en interne. Et donc, on va se mettre dans le cadre le corpus est maximal, toute l'info de l'entreprise est disponible. Un utilisateur ne comprend pas quelque chose, ou n'est pas venu lire la doc, ou ne veut pas parler votre chatbot parce qu'il a peur du chatbot. Et donc, il va ouvrir un ticket. Catastrophe, ça coûte très cher à traiter. Et donc, que fait un agent de support? Eh bien, c'est un proxy entre une question et une réponse. C'est exactement votre stagiaire dont j'ai parlé le coup d'avant. Il va prendre la question de l'utilisateur, il va aller lire la doc à sa place et il va lui faire la réponse. C'est ce que fait un agent de support. Il fait le LLM. Alors, pour être performant, évidemment, plus il a répondu à des questions, mieux il connaît les produits, moins il a besoin d'aller voir la doc, et plus il va pouvoir répondre en temps réel. Okay, mais de temps en temps, l'utilisateur pose une question compliquée, et donc votre agent de support, il va retourner plonger dans la doc, il va aller lire. Alors c'est là où c'est pas documenté, il va commencer à appeler tout le monde dans la boîte et écrire sur Slack pour avoir la réponse. Mais on reste dans le cas idéal, vous avez tout écrit. Tout est là, tout existe, d'une façon ou d'une autre. Et donc l'idée, c'est un proxy. Un agent de support, c'est un proxy humain entre l'utilisateur et votre doc. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut remplacer ce proxy humain par un proxy machine que n'a pas voulu utiliser votre client parce qu'il ne veut pas parler à votre chatbot peut-être. Et donc la question, c'est est-ce que vous pouvez faire générer la réponse initiale par l'IA, potentiellement la faire quand même relire rapidement par votre agent de support, avant de la montrer au client. Donc on l'a mis en place, chez nous, une screenshot, alors on a changé depuis, on est passé dans Zodesk, voilà, c'était sûr, on était sur Jira Service Desk. Ce que vous voyez là, c'est une question client, réelle, pour de vrai, et vous voyez que la première réponse du thread, c'est une réponse du robot, Product Bot, et donc ça prend 1 seconde, c'est-à-dire qu'une seconde après que le client ait posé sa question, le robot a répondu à la réponse, a répondu à la question, sauf que le client ne le voit pas, et il y a marqué internal, et non seulement il y a la réponse, mais il y a aussi les liens vers la doc qui permettent de fabriquer cette réponse. Et donc ce que fait ensuite ce que font après nos experts support, c'est quand même de lire ça, vérifier que c'est valide. S'ils ont un doute, s'ils pensent que c'est incomplet, ils peuvent éditer, post-éditer, et surtout s'ils disent ah bon, ah tiens je ne savais pas, ils ont les liens, ils peuvent aller voir la doc. Donc ils n'ont même plus à chercher pour savoir où ça se trouve. Donc on leur donne les deux. Et donc, vous pouvez, alors, si vous êtes très confiant, vous pouvez balancer ça directement au client. Et un truc qui marche bien, c'est déjà de le faire relire par un agent, sauf que le bénéfice, il est gigantesque. Vous divisez par 2 le temps de réponse, parce que toute la phase d'écriture, ne serait-ce que d'écrire la réponse, même si vous la connaissez en tant qu'agent, c'est super long. C'est pour ça que les agents font ce qu'on appelle des petites KB, ça leur permet de se faire des... Vous tapez 2 mots-clés, là, une requête à propos de protocole de single sign-on, et vous avez une page réponse, avec des liens vers d'autres pages, un peu de pub, beaucoup de pub, un peu une seule.
Et ça, Bing, quand il a débarqué, comme Bing, il est très en retard sur Google, comme il est devenu pote avec OpenAI, avec Sam Altman, il a dit, prête-moi un peu de ta techno, je vais faire un truc pour essayer de faire mieux que Google, et lui reprendre des parts de marché, c'est, je vais injecter, en tête de mes réponses, un résumé à la volée. Donc ça, c'est un résumé, marqué ici, c'est très... Ici, c'est marqué ici, voilà, c'est un résumé. Donc on est dans le principe du résumé, mais appliqué à un moteur de recherche. Et ce que fait Bing, il fait un truc très simple. Il prend les 3, 4, 5 premiers résultats, il regarde ce qu'il y a derrière les liens et il résume les liens à la volée. C'est simple que ça. Donc c'est du résumé, mais sur les pages réponses. Et ce que ça permet de faire, ça vous évite d'avoir à cliquer sur les 4-5 premiers liens, d'aller lire le texte. Si j'ai une question que vous avez directement la réponse ici. Ce qui met très très en colère les sites. Je vous le dis, il y a un gros débat parce que les sites perdent du trafic en fait. Et donc c'est très utile pour l'utilisateur, ça peut être utile pour vous, mais les sites détestent ça. Ils considèrent que c'est du détournement, puisqu'ils continuent à se faire potentiellement de l'argent sur le dos des sites sans même amener du trafic au site, alors que le deal implicite c'était tu vis sur mon dos, mais tu m'amènes du trafic. Donc, je ne sais pas si on peut poser des questions maintenant ou réagir. Oui. Oui, détournement de droits sur les sites internet. Moi, je vais un cran plus loin, c'est détournement de droits des producteurs de documents, parce que nous, on a ce sujet-là, il y a tout ce que vous nous montrez, on adore, on a testé, sauf qu'à chaque fois, on se bute sur nos juristes et nos juristes qui nous disent attention, tu vas faire de la production de valeur avec ton LLM sur des documents qui ne sont pas à toi. Là, vous nous avez donné des documents qui étaient internes, créés par l'interne, donc là, il n'y a pas de sujet. Ah, mais je parle que de ça, puisqu'on parle de la TechDoc aujourd'hui. Ouais, et là, quand vous êtes sur Internet, vous êtes... Ah non, mais ça c'est pour un exemple, c'est introductif. Et l'écran d'après, c'est qu'évidemment, vous faites la même chose chez vous. Donc ça, c'est notre site de doc, vous pouvez y aller. Et vous avez un petit truc en haut qu'on a mis, ça s'appelle « C'est trop long, je ne veux pas lire ». Et donc vous cliquez, ça vous résume les résultats. Voilà, donc en fait, vous pouvez le faire chez vous de la même façon. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montrais un peu la dynamique, la trajectoire dans laquelle ça s'inscrit. C'est un truc qui est validé et prouvé. Vous pouvez enrichir votre expérience de recherche avec des choses comme ça sur votre site de doc. Il est évident que ça, c'est sympa, mais ce que veut tout le monde, c'est ça. C'est le chatbot magique, évidemment. Pardon, c'est pas ça, c'est ça. Soyons clairs. Ça, c'est le truc que tout le monde veut. Et ça, c'est niveau un peu plus compliqué à atteindre. Alors, ça, on va en parler un peu plus. Alors, l'idée là-dedans, c'est clair et établi pour tout le monde maintenant, il n'y a plus de débat. Je le redis quand même, on n'entraîne pas un LLM, on utilise un LLM générique. Donc, si vous avez des gens qui disent « Ah non, mais pour que ça réponde à des questions sur nos contenus, il faut qu'on entraîne un LLM », ça va mal se passer chez vous. Là, ils sont au niveau 3000 et ils vont échouer. Donc, on n'entraîne pas des LLM, on utilise des LLM génériques pour ça. Mais pour qu'ils répondent sur vos produits, il faut faire un petit truc qui s'appelle du RAG, qui est très simple. Vous partez de la question de l'utilisateur. Donc la question de notre chatbot par exemple. Il y a une première étape nécessaire qui est de dire pour cette question-là, quel est le contenu que j'ai dans tout mon corpus de doc au sens large. Quand je dis doc, moi c'est pas toujours que la doc d'ITA, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans l'entreprise qu'un humain utiliserait, qu'un humain interne et sachant utiliserait pour répondre à la question. Ce qui n'est pas sans problème non plus, puisque vous savez dans votre entreprise, trouver l'info, c'est pas toujours le truc simple. Hein. On va partir d'un monde idéal. Et donc là, étape 1, il y a une question qui est posée. Où est le contenu dans l'entreprise qui permet d'y répondre? Vous le cherchez, vous le trouvez, et là on revient dans le truc qui est bien maîtrisé, c'est on a trouvé le contenu qui répond à cette question-là, on le prend, on le donne, on le fout dans un prompt, on l'envoie à LLM et ça génère une réponse. Et là ce qui est intéressant, c'est que ce contenu ici, ça peut être 40 pages. Et donc on sait envoyer à LLM 40 pages. Alors le prompt est un peu différent, le prompt template c'est « Salut, t'es un expert, ça c'est la question de l'utilisateur, ça c'est 40 pages d'infos autour de ce sujet-là, est-ce que tu peux répondre à la question s'il te plaît ?» C'est ça le prompt, hein. Un peu plus subtil, mais pas loin d'être ça. Donc l'intérêt, c'est exactement ce que ferait un humain. Hein. Si, en fait, voyez un LLM comme un graduate student, c'est quelqu'un qui a une licence, qui sait lire et écrire, de façon générique. C'est ça un LLM, c'est quelqu'un qui est spécialiste en rien. Le niveau moyen d'un LLM, d'un ChatGPT 4o, c'est un peu plus de puissance, Master 1, maintenant. Et donc c'est quelqu'un qui a des talents de lecture et d'écriture, des skills de lecture et d'écriture génériques, mais qui n'est spécialiste en rien. En revanche,
à n'importe quelle personne relativement normalement cortiquée, que vous prendriez en stage, et vous lui diriez, tel client a posé telle question, tu n'es pas expert de nos produits, mais j'ai un documentaliste qui t'a préparé ce qu'il faut, voilà 40 pages, est-ce que tu peux lire ces 40 pages et répondre à cette question s'il te plaît? Si le contenu existe dans votre boîte, l'humain peut le faire. Votre problème, c'est est-ce que le contenu existe? Est-ce qu'il y a assez d'informations dans votre entreprise pour répondre à cette question-là? Et je parle d'informations explicites, puisque vous avez pris un stagiaire. Je ne parle pas du truc où c'est Bob qui a 20 ans de métier, dans un creux de son cerveau, il se souvient qu'il y a 12 ans, il y a un cas similaire, et c'est ça le problème. Et le problème sur lequel on est confronté, c'est ça. C'est l'explicitation des savoirs, parce qu'un LLM ne va pas les inventer. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez formalisé suffisamment de contenu dans votre entreprise pour qu'on puisse trouver ce contenu-là, même s'il y en a beaucoup, que c'est un peu désorganisé, ça c'est la partie cool des LLM, vous pouvez balancer 40 pages à un LLM, lui dire ça c'est la question, voilà 40 pages de savoir autour de ce truc-là, génère-moi la réponse. Ça marche plutôt pas mal, honnêtement, c'est assez impressionnant. Voilà comment ça fonctionne. Alors la partie compliquée là-dedans, pourquoi c'est 10 et pas 1? Parce que ça c'est 1. Ça c'est la partie facile, on sait que ça fonctionne très très bien, les LLM savent très bien lire et écrire. C'est ce qu'on faisait le coup d'avant. La partie très difficile, c'est ça. C'est difficile parce que, alors, là encore, on va supposer que les contenus existent dans l'entreprise. Si le truc n'existe pas, si l'info n'existe pas, il n'y a aucune chance que ça réponde. Mais si l'info existe, il faut la trouver. Et le truc difficile pour le faire marcher, c'est qu'il faut trouver assez d'informations et pas trop. Je reviens, gardez toujours cette image en tête, c'est un stagiaire avec une licence 3, master 1. C'est, si vous lui donnez 300 pages pour répondre à une question pour laquelle la réponse existe dans 2 pages seulement, vous l'avez noyé, potentiellement, il va commencer à délirer un peu sur ce qu'il va vous raconter. Parce qu'il va peut-être penser que les 300 pages sont importantes. Et que si vous lui avez donné 300 pages, mais en tant qu'humain, c'est peut-être qu'il faut faire une réponse un peu élaborée, des antithèses synthèses et tout ça. Si à l'inverse, l'information nécessaire est disponible sur 10 pages mais que vous lui en donnez 8, il va y avoir des trous dans la réponse. Donc la question difficile, la question est la même que celle si vous nourrissiez un humain pour le faire travailler, c'est suffisamment de contenu mais pas trop de contenu. Et c'est ça qui est difficile, que les gens ne comprennent pas, on parlera après des échecs dans ces sujets-là, c'est que la partie la plus difficile, c'est ça, parce qu'il faut fournir exactement le bon volume de contenu au LLM, la bonne taille. Donc, pour ça, il faut des technos spécifiques. Je sais qu'aujourd'hui, on fait ces recherches-là en mélangeant 2 types de technos, les bonnes vieilles technos classiques de moteurs de recherche à mots-clés, et les moteurs de recherche maintenant dits sémantiques, qui fonctionnent avec des technos différentes, sur le calcul d'embeddings, de similarité, je passe. Si vous voulez, on en discutera hors conférence. Et aussi la difficulté étant, quand vous commencez à ajouter dans votre pile technologique 2 types de moteurs, il faut qu'ils fonctionnent de façon cohérente, en tant que métadonnées, sur les fils, sur les droits d'accès, parce qu'il ne faut pas nourrir le LLM avec des documents confidentiels que l'utilisateur n'aurait pas le droit de voir non plus. Il faut que la réponse soit adaptée à ses droits. Donc ça fonctionne très bien si vous savez faire la techno, ou si vous achetez Fluctopix qui a fait la techno pour vous, parce que nous ça fonctionne vachement bien, nos clients ils adorent. Alors c'est quoi les killer apps là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y en a une que moi j'adore, on avait commencé par ça il y a 2 ans, on avait cherché le use case le plus difficile et le plus intéressant, et qui reste pour moi le use case le plus intéressant, c'est celui du support client évidemment. Alors oui, vous allez mettre le chatbot, mais le chatbot, comme je disais, potentiellement, il voit qu'une partie de la doc, alors qu'un agent de support, il peut voir plus de doc, plus d'informations en interne. Et donc on va se mettre dans le cadre le corpus est maximal, toute l'info de l'entreprise est disponible, un utilisateur ne comprend pas quelque chose, ou n'est pas venu lire la doc, ou ne veut pas parler votre chatbot parce qu'il a peur du chatbot, et donc il va ouvrir un ticket. Catastrophe, ça coûte très cher à traiter. Et donc, que fait un agent de support? Et bien c'est un proxy entre une question et une réponse. C'est exactement votre stagiaire dont j'ai parlé le coup d'avant. Il va prendre la question de l'utilisateur, il va aller lire la doc à sa place et il va lui faire la réponse. C'est ce que fait un agent de support. Il fait le LLM. Alors, pour être performant, évidemment, plus il a répondu à des questions, mieux il connaît les produits, moins il a besoin d'aller voir la doc, et plus il va pouvoir répondre en temps réel. Okay, mais de temps en temps, l'utilisateur pose une question compliquée, et donc votre agent de support, il va retourner plonger dans la doc, il va aller lire. Alors c'est là où c'est
c'est pas documenté, il va commencer à appeler tout le monde dans la boîte et écrire sur Slack pour avoir la réponse. Mais on reste dans le cas idéal, vous avez tout écrit. Tout est là, tout existe, d'une façon ou d'une autre. Et donc l'idée, c'est un proxy. Un agent de support, c'est un proxy humain entre l'utilisateur et votre doc. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut remplacer ce proxy humain par un proxy machine que n'a pas voulu utiliser votre client parce qu'il ne veut pas parler à votre chatbot peut-être. Et donc la question, c'est est-ce que vous pouvez faire générer la réponse initiale par l'IA, potentiellement la faire quand même relire rapidement par votre agent de support, avant de la montrer au client. Donc on l'a mis en place chez nous, une screenshot, alors on a changé depuis, on est passé dans Zodesk, voilà, c'était sûr, on était sur Jira Service Desk. Ce que vous voyez là, c'est une question client, réelle, pour de vrai. Et vous voyez que la première réponse du thread, c'est une réponse du robot, Product Bot. Et donc ça prend une seconde. C'est-à-dire qu'une seconde après que le client ait posé sa question, le robot a répondu à la réponse, a répondu à la question. Sauf que le client ne le voit pas. Et il y a marqué internal. Et non seulement il y a la réponse, mais il y a aussi les liens vers la doc qui permet de fabriquer cette réponse. Et donc ce que fait ensuite ce que font après nos experts support, c'est quand même de lire ça, vérifier que c'est valide. S'ils ont un doute, s'ils pensent que c'est incomplet, ils peuvent éditer, post-éditer, et surtout s'ils disent « Ah bon ? Ah tiens, je ne savais pas », ils ont les liens, ils peuvent aller voir la doc. Donc ils n'ont même plus à chercher pour savoir où ça se trouve. Donc on leur donne les deux. Et donc vous pouvez, alors si vous êtes très confiant, vous pouvez balancer ça directement au client. Il y a un truc qui marche bien, c'est déjà de le faire relire par l'agence, parce que le bénéfice il est gigantesque. Vous divisez par 2 le temps de réponse, parce que toute la phase d'écriture, ne serait-ce que d'écrire la réponse, même si vous la connaissez en tant qu'agent, c'est super long. C'est pour ça que les agences font ce qu'on appelle des petites KB, ça leur permet de se faire des copier-coller. En fait, tu vas apprendre, et voilà la réponse que tu aurais dû faire si tu étais expert, tu connaissais ce truc par cœur. Ça marche plutôt pas mal. Avant, on a eu des bonnes surprises, on a eu des trucs très drôles. Un jour, un de nos clients français a posé une question en français. Ah, je vous jure, c'est les Français qui ne parlent pas anglais. Et, guess what, on s'y attendait pas du tout, le robot a répondu. Mais en anglais, parce on avait oublié dans le prompt de lui dire et répond dans la même langue que la question de l'utilisateur. Et comme le contenu chez nous n'est qu'en anglais, il a lu la question en français, il a répondu en anglais. Mais il a répondu juste en plus. Alors ça, c'est magique. Hein. Honnêtement, je vais vous dire, ça, c'est pareil, j'ai mis Killer App, ça, quand vous voyez le truc, vous dites, ah ouais, ça s'appelle support international, en fait. 24/7. Donc ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui fonctionnent. Je suis complètement dans les temps. Ou pas. Plus de 92 slides. Le niveau 100. Alors, qu'est-ce qui est très difficile? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les trucs et c'est le problème dans les chatbots, c'est la réponse aux questions, le vrai question answering, c'est des trucs très compliqués. Quand les mecs cherchent quel est le couple de serrage à appliquer sur le boulon 4, dans la sous-partie 12 pour la maintenance des mineurs. Et là, vous savez où c'est dans votre tableau à 28 entrées avec des cellules fusionnées. Vous l'avez, cette doc en tête. Et là, le mec, l'expert, il fait comme ça, il dit « Ah, dans cette cellule, parce que la cellule est fusionnée, ça marche, c'est vrai pour les mineurs et les demi-mineurs. Vous avez fait une cellule fusionnée, et là, le LLM, vous pouvez lire le chatbot pour lire notre réponse dans les tableaux, au bon endroit. Ça, c'est infernal. Donc ça, on n'y est pas vraiment encore, ça viendra sans doute. Mais c'est la partie difficile que je voulais... Alors, c'est très compliqué, parce que technologiquement, pour y arriver, tout le monde se bat, il faut mettre en place, j'ai mis plein de mots impossibles, juste pour vous faire peur. Ça donne l'impression d'être expert. J'y comprends rien, mais voilà, non mais il faut faire tous ces trucs-là pour que ça commence à marcher, et tous ces trucs-là, chacun d'eux, faire de l'agentique, faire des trucs comme ça, du ranking, des machins, c'est compliqué, quoi. Ça marche pas encore tout très bien, quoi. Voilà, donc faut faire attention. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans votre boîte avec tout ça? Tout ce qui est niveau 1, qu'est-ce que ça demande? C'est relativement simple, il faut savoir écrire des prompts. Donc un talent que vous pouvez développer, c'est l'écriture de prompts, et puis le deuxième truc, il faut choisir un LLM. Alors écrire des prompts, c'est super fun. Moi j'y arrive pas perso, je pense que je suis déjà trop vieux pour rentrer dans le truc. Ça m'amuse pas, je n'utilise pas du tout l'IA au quotidien, je n'utilise pas de ChatGPT, j'arrive pas, j'ai l'idée d'écrire un prompt me bloque. Mais visiblement, pour ceux qui ça a l'air assez drôle à faire. Voilà, donc il faut écrire des prompts. Un truc plus compliqué, on va en parler à la fin si j'ai le temps, mais je vais déborder un peu, mais c'est pas grave. C'est d'écrire ça. Ça, c'est la partie compliquée. Ça, c'est la partie que personne ne fait. C'est la partie où tout le monde va se prendre un mur un de ces jours. C'est la partie super chiante, c'est tout ce que vous faites, il faut le mesurer.
Je vais vous changer le prompt, est-ce que le prompt il est meilleur ou il est moins bon que le coup d'avant? Vous le savez? Mais vous le savez intuitivement parce que vous avez tapé 2 questions, vous avez l'impression que c'est mieux, ou vous avez créé 1000 questions test, vous êtes capable de rejouer automatiquement et vérifier chaque fois que vous changez votre prompt si les réponses fournies sont meilleures ou moins bonnes. Ça, c'est la partie. Eh ouais, il n'y a pas d'IA sans ça. Et ça va devenir pénible pour tout le monde. Voilà. Et l'autre truc, il faut choisir un LLM. Alors, vous pouvez, alors, évidemment, je le redis, prendre un LLM générique. Ça sert à rien de prendre des trucs entraînés. La question, c'est est-ce qu'il faut prendre un petit, un moyen, un gros LLM. Sauf que plus il est gros, plus c'est long, plus c'est cher. Donc, ceinture bretelle, vous pouvez toujours tout faire avec ChatGPT 4o ou Gemini 2, ça marche bien. Après, bon, c'est pas génial pour l'empreinte carbone et votre CSRD, mais il faut trouver le bon prompt. Et en fait, il faut adapter pour chaque prompt, vous pouvez utiliser des LLM différents. Il y a des LLM qui fonctionnent très bien, qui sont plus petits pour faire du résumé. Pour de la trad en Magyar, je vous conseille de prendre faut prendre un gros modèle quoi, qui a été entraîné sur beaucoup de langues. Voilà. Et même chose aussi, le problème c'est que ces LLM ils évoluent tout le temps. Et comment vous savez que le LLM, la nouvelle version de ChatGPT 4o ou de Llama, on est passé de Llama 3.70 milliards à 3.270 milliards, c'est mieux, c'est moins bien. Et comme le LLM il change tout le temps, vous êtes bien obligé de mesurer. Ça c'est compliqué. Mais bon, grosso modo, prenez un gros LLM, vous écrivez des prompts, et ça marche très très bien. Et les prompts ne sont pas très compliqués à écrire pour tout ce qui est transformation de contenu. Ce sont des prompts de 3, 4, 5, 6 lignes maximum. Traduit, résume, voilà. Niveau 10, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, c'est la partie, pourquoi je vous disais que c'était difficile, et pour l'instant, nous on a vu, chez, je pense, à peu près 98% de nos clients, quand on s'est lancé dans le domaine, les mecs nous ont dit, alors vous savez qu'on a quand même quelques gros clients, vous imaginez bien, toutes ces boîtes qui font des milliards, ils ont tous des équipes complètes qui sont mises sur l'IA. Et donc, quand on a dit aussi, on va vous livrer un truc, ils ont tous dit, non mais, on s'en occupe en interne. Notre IT s'en occupe. Alors quand ils m'ont dit notre IT s'en occupe, j'ai dit, ah ben c'est bon. Ils ont dit pourquoi? J'ai dit parce que ça va rater, si c'est l'IT qui s'en occupe. Et alors vous savez quoi? Ils m'ont dit, non mais l'IT s'en occupe. On a quand même, bon, les temps sont durs au niveau budgétaire, mais pour l'IA, on a quand même mis 30 millions et on a fait bosser Accenture. Ah d'accord. Et puis 6 mois après, les mecs appellent, disent, notre équipe IA voudrait voir ce que vous avez fait. Ah, je vous jure, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors pourquoi ça ne marche pas? C'est pas qu'on est très bon, c'est d'abord que, enfin, ça marche pas, ça n'a rien avec nous, c'est vrai que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'ils sont très mauvais. Et ils sont très mauvais parce qu'ils ne comprennent pas les contenus. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent des bouts de techno chez Azure, qu'ils assemblent avec des frameworks tout faits. Et vous le voyez dans toutes les boîtes, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Et ça se voit, le symptôme, c'est ils nous ont appelés, ils nous ont demandé nos contenus. Alors, tu vous leur as donné quoi? Je dis, bah, on avait un CCMS, on a du DITA, on leur a dit. Du quoi? Non, du DITA. Ah, c'est hyper bien, vous verrez. Elle dit, non, mais envoyez-nous les PDF. Véridique, hein, véridique. Parce que Azure, il ne sait pas lire DITA. Il ne comprend pas. Il s'en fout de DITA. Azure, il sait lire les PDF et les Word. Donc, vous faites Donc ils ont dit, ils ont récupéré les PDF. Pas une métadonnée dedans. Imaginez, les tableaux à 22 000 entrées dont je vous parlais, sur 4 pages, il n'y a pas un truc qui fonctionne. Les LLM, ils sont paumés. Voilà, donc évidemment, ça n'a pas marché. Pas tant à cause de la techno, quoique, et en plus la techno, il en manque beaucoup, qu'à cause des contenus. Donc voilà, et donc ça, c'est la partie qui fait échouer tout le monde, c'est le contenu. Et donc, évidemment, c'est difficile. Et on revient un peu sur le même truc. Vous avez besoin de ça, de contenu, beaucoup, et de vrai contenu. Je ne parle pas de PDF, je parle du vrai contenu. Vous avez besoin de très bonnes techno de recherche, c'est ce que je vous disais. La partie difficile, c'est trouver les bonnes 20 pages, 10 pages, 40 pages. Et c'est là où, quand vous avez du DITA avec une documentation granulaire où chaque topic est centré sur un sujet, vous avez quand même un avantage à partir du DITA et de la doc granularisée, si vous voulez. Alors que le PDF de 200 pages, trouver la bonne info dedans, c'est pas si simple. Voilà. Il faut écrire les prompts quand même, mais ils sont assez simples, en chatbot. Voilà, et puis il faut choisir les LLM. Et là, on revient sur évaluation des LLM, qui est un enjeu. Alors, et donc, je le redis parce que, quel que soit ce qui est fait en IA, que ce soit pour entraîner les modèles fondations, comme GPT-4, donc GPT-4, c'est 40 billions de pages pour l'entraîner, c'est beaucoup. Que ce soit pour fine-tuner un modèle, ce qui est très déconseillé, ce qui est pour faire du RAG. Donc du RAG, c'est ce que je vous ai dit, c'est prendre un modèle générique et lui donner les 40 pages d'un coup à la volée qui vient de votre contenu, pour lui dire comporte-toi comme un étudiant de licence. C'est ça l'idée.
Je vais te donner le in-context learning, c'est ça, c'est donner les 40 pages dynamiquement. C'est ça qu'on appelle in-context learning, c'est les mettre dans le prompt. C'est pas juste envoyer l'instruction qui dit comment on répare le moteur, c'est comment on répare le moteur, sachant ces 40 pages. Donc ça s'appelle in-context learning parce qu'en fait on demande au LLM d'apprendre dynamiquement avec l'information qu'on lui donne. Voilà, et donc ça c'est le... Donc il y a besoin de contenu, et ça c'est la partie que l'IT ne comprend pas, parce que l'IT pense que c'est de la techno, l'IA, et c'est pas de la techno, parce que de toute façon les LLM, c'est pas eux qui les développent. Donc c'est un problème de contenu. Voilà, je l'aurais dit, c'est pas un problème de techno, c'est pas un IT project dans une entreprise, les projets qui fonctionnent, c'est le contenu et le contenu d'abord. Donc c'est vous d'abord. Se concentrer sur des use cases qui marchent et vous prendre le dessus sur ces projets. Et comme j'ai pas du tout fini, j'ai encore beaucoup de temps, je crois que j'ai encore 10 minutes, je vous ai rajouté cette partie-là parce que pour moi c'est un truc clé, je vous en ai parlé plein de fois. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est la partie se concentrer sur la mesure. C'est un truc qui n'est pas du tout fait aujourd'hui. Hein. Enfin, quand on discute avec les gens, parler IA avec des gens, je vois personne qui me dit « Ah ouais, puis en plus, on a monté un outil de test automatique de non-régression sur nos prompts, c'est vachement bien. » Personne n'en a parlé, c'est marrant. Voilà, et ça revient à la question de, finalement, si vous devez discuter en interne dans votre entreprise de est-ce que ça marche, en fait, cette réponse, il faut y répondre, il faut répondre avec un chiffre, et je le redis, ça dépend de plein de facteurs. Le contenu, les technos de retrieval qu'on utilise, le prompt, les LLM, et c'est pas un oui-non. En fait, on ne peut pas dire à 100% oui, ça marche, dans l'absolu, ça répondra bien à toutes les questions, ça répondra, ça marche pas, c'est nul, il ne faut pas utiliser, c'est pas ça la réponse. C'est combien de pourcentage de cas sur mon panel de questions que je reçois dans un flux de tickets de support, à combien de questions moyennes ça peut répondre? 80%, 20%? Correctement, au sens de, je l'enverrai, je peux envoyer la réponse au client telle quelle. Est-ce que ça répond bien à 20% des questions? 40, 50, 60, 80? Voilà. Si je change un peu mon LLM, mon prompt, est-ce que je m'améliore? Est-ce que je diminue? Est-ce que j'ai moyen d'améliorer mon système? Et pour ça, il faut des outils. Donc, je vous montre quelques screenshots qu'on a chez nous. Typiquement, par exemple, les dialogues de chatbot sont tous tracés, référencés. Vous pouvez les analyser. Donc, on a des outils qui permettent de faire du reviewing. On voit les questions, les réponses. Mais surtout, à côté de la question-réponse, chaque fois qu'il y a une phase de retrieval, les 40 pages à aller chercher, on a toutes les traces qu'on garde parce qu'on essaye de comprendre quand un utilisateur dit ça n'a pas marché. Alors, quand j'ai mis ça en chatbot, ça peut être la réponse à un ticket de support. Hein. La question, c'est, vous générez une réponse automatique à un ticket de support. L'agent qui regarde ça avant de le publier dit c'est bien ou c'est pas bien. S'il dit c'est pas bien, il faut comprendre pourquoi. Donc il y a une phase derrière de... C'est pour ça qu'ici, il y a des trucs comme ça qui permettent de revenir et de voir si ça a été utilisé ou pas, et si l'agent de support, par exemple, est d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, c'est d'analyser le retrieval et voir pourquoi on n'a pas trouvé les bonnes 40 pages, par exemple. Donc est-ce qu'il faut qu'on change, est-ce que le contenu existait ou pas, et ainsi de suite. Et donc tout ça, ça s'outille. Et il y a tout un process, et je vais me focaliser sur ce qui est du contenu dans le process seulement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc évidemment, si vous devez évaluer un système, il faut fabriquer ce système. On va partir du principe que vous avez choisi Fluid Topics, donc la partie build AI système est faite, c'est nous. Par contre, on va faire build test set. Donc il faut fabriquer votre jeu de test. Si vous voulez tester un truc, il faut fabriquer un jeu de test. Et puis après, vous allez prendre votre jeu de test, vous allez le donner au système et lui dire « travaille ». Le système va vous donner des réponses, et il faut évaluer si les réponses sont bonnes ou mauvaises. Et ça, vous allez voir, c'est pas fun. Et après, on fine-tune. Après, on itère jusqu'à voir qu'on s'améliore, puis là, on se dit, je me dégrade, moi, mon prompt, il est moins bien, moi, elle est moins bien, blabla. Donc, Build Rack Solution, vous avez acheté Fluid Topics, c'est fait. Ça va vite aujourd'hui. On mettra des bons de commande à la sortie sur la table. Là, Excel est une très bonne base de données pour ça. Voilà, donc représentatif, ça veut dire que vous écriviez des réponses, des questions, à la fois vagues, à la fois précises. Il faut un peu varier les plaisirs. Il faut un peu être représentatif de ce qui va arriver, de ce que pose du terrain. Combien il vous en faut? Il en faut quelques centaines quand même pour tuner un système. Voire un ou deux milliers, c'est pas mal. Voilà, quelques centaines au minimum, et voire quelques milliers, c'est mieux. Mais vous pouvez commencer avec quelques dizaines, et puis après vous enrichissez votre jeu de test au petit tableur Excel. Ça suffit de le faire sous Excel. Faites un truc comme ça marche très bien.
Voilà, donc fabriquez vos questions-réponses, vous pouvez les faire en plusieurs langues si vous voulez. Et alors comment on fabrique ce jeu de test? Comment on fabrique 1000 questions, 3000 questions? C'est chiant, hein, fabriquer 3000 questions, un peu variées et tout. C'est pas simple. Alors il y a plein de trucs faciles pour le faire. Vous pouvez utiliser des questions utilisateurs, vous pouvez vous balader dans votre base de... votre helpdesk, allez voir les questions que posent les utilisateurs, vous demandez à votre support client ce qu'ils ont l'habitude de voir. Voilà. Et puis vous pouvez même automatiser le truc. On a regardé, ce qui est compliqué, c'est de s'assurer que les réponses sont bonnes, parce que vous vous rappelez, il faudrait générer des couples questions-réponses, avec la vraie réponse attendue, c'est la réponse idéale, entre guillemets. Pas de réponse idéale, mais... et donc, dans le helpdesk tool, les réponses ne sont pas toujours parfaites, donc ça demande un peu de réécriture. Vous pouvez demander à vos experts. C'est beaucoup, 3000. Vous dites, ah, boss, je veux bien qu'on fasse ça, mais je n'ai pas le temps, donc je vous propose un truc, c'est vous mobilisez 50 personnes dans votre boîte et vous demandez à chacun d'écrire 10 questions-réponses, de trucs différents. Bim, vous en avez 500. 10, c'est facile. C'est ce qu'a fait, par exemple... j'ai oublié leur nom. Un gros éditeur américain qui a sorti un LLM. Vous savez que pour entraîner un LLM, la couche d'action, il faut créer des couples de questions-réponses comme ça. Et une boîte, il y a 15 000 personnes, et en fait, ils ont demandé à tous les salariés d'écrire des questions-réponses. Donc, ils ont mobilisé comme ça tout le monde pour fabriquer des couples de questions-réponses. Vous pouvez faire ça chez vous. Puis, un truc que vous pouvez faire, vous pouvez demander à un LLM d'écrire des questions-réponses. Vous connaissez le principe du synthétique data. Vous prenez votre doc, vous lui balancez des morceaux de votre doc, et vous dites à votre LLM, écris-moi une question sur cette section-là, et une réponse. Ben, ça marche. Après, vous ne lui demandez pas d'inventer, il le fait sur votre doc, d'accord? Après, le problème, c'est que vous variez le prompt pour avoir de la représentativité, mais ça fonctionne pour faire ça. Voilà. Donc, vous lui demandez de faire des trucs comme ça. Et vous voyez, on l'a chez nous dans notre tableau, je vous ai mis un petit screenshot. On a eu des Claude. Donc, alors, je vous aide de suivre les colonnes du tableau. Donc, il y a des catégories de questions, des sujets. Qui created by, donc PK c'est notre product knowledge team, donc ça c'est des humains. Le type, on les a typés, donc on a 2-3 attributs. Et donc vous voyez qu'ici on en a fait, on a dans nos milliers de lignes, on a utilisé Claude comme LLM pour générer des questions. Donc on a écrit des petits scripts qui prennent des bouts de doc au hasard, les balancent à Claude avec un prompt qui lui dit tiens, sachant ces 20 pages, ces 5 pages, ces 2 pages, sachant ce contenu, écris-moi une question de type machin, et la réponse qui va avec. Ça fonctionne pas mal, honnêtement. Voilà, donc une fois que vous avez 3000 questions, vous avez ça, 3000 questions et réponses validées, il va falloir prendre ces trucs-là et vous allez les balancer. Donc c'est la partie Generate Replies. Vous allez les prendre et vous allez les balancer à votre système, comme c'est des humains, comme c'est des vraies questions. Et vous allez obtenir, donc vous balancez ça, ça vous donne une réponse générée par votre système que vous voulez tester. Et donc vous avez deux choses pour chaque question. Pour vos 1000 questions, vous avez la réponse qu'on appelle Ground Truth, la réponse validée, d'accord, celle que vous avez écrite dans votre tableur Excel, et celle qui est fabriquée par le système à tester. Okay, et là, le problème, c'est qu'il faut les comparer maintenant. C'est est-ce que la generated answer, la réponse générée, elle est bonne ou pas? Il y en a 3000 à lire. Et donc là, il faut leur mettre une note. Vous allez prendre chaque réponse générée, et il faut lui donner un score. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien? Alors, il y a plein de façons de scorer. On a passé des heures carrées à savoir comment noter. Et en fait, on arrive à 0. Alors, le truc à 3 étoiles, il y a toujours des débats. C'est 2 ou c'est 3 étoiles? C'est 0, hein. Point barre. Donc c'est... Parce que si vous avez plus de gradients, ce que je mets ici, si vous avez plus de gradients dans votre note, c'est très difficile, ça devient très sujet à débat. 0, 1, c'est simple. 1, oui, je prendrai la réponse telle qu'elle, même si elle n'est pas parfaite, mais elle est valide et elle peut être envoyée à l'utilisateur. 0, on ne peut pas l'envoyer à l'utilisateur, il en manque, elle est fausse, voilà. Aussi simple. C'est plus rapide à noter. Et avec chaque note, surtout quand c'est un 0, il faut dire pourquoi. Okay, donc vous imaginez, ce process, il faut prendre quelqu'un qui va se taper les 3000 questions, lire les 3000 réponses générées par les machines, la comparer aux 3000 réponses du fichier Excel, mettre 0 ou 1 et écrire pourquoi c'est bien ou c'est pas bien. Et ça, c'est pour une passe de rating, parce que vous changez le prompt, il faut relancer, il faut relire les 3000 réponses. Imaginez le temps que ça prend. Et bien, vous ne pouvez pas le faire. C'est ce qu'on va faire. On ne va pas le faire manuellement. On va le faire automatiquement. Et vous savez comment on va faire? On va utiliser LLM. Et ça marche super bien. Donc, le principe est le suivant. Vous avez votre fichier Excel avec les réponses validées. Prenez les questions, vous les balancez dans le système. Le système génère des réponses candidates.
et vous mettez un prompt au milieu, et vous prenez un autre LLM, d'une autre type, et vous lui dites, ça c'est la réponse A, ça c'est la réponse B, est-ce que tu penses que la réponse B est valide par rapport à la réponse A? C'est ça le prompt. Et le truc, vous faites ça en un quart de seconde, et pourquoi? Et si tu penses que non, pourquoi? Je vous donne un exemple, on a une petite interface qu'on n'a pas encore industrialisée, c'est pour nous en interne. Alors, on clique, on a les listes de réponses de questions du fichier Excel, on choisissait une, un petit peu d'autocomplete. Voilà, ça c'est la réponse officielle, ça c'est la réponse générée, et ça c'est la réponse du 4e LLM. Vous l'avez vu jouer en temps réel. Donc ça vient du fichier, ça vient du fichier Excel. Donc il y a quelqu'un qui a écrit cette question-là. Expert ami, je ne sais pas dans le fichier Excel. Alors, peut-être qu'il n'y a pas ça dans la doc, et c'est là où c'est intéressant. Il a peut-être mis ça parce que l'idée, c'est pas de savoir si l'expert sait. L'expert a dit, est-ce que selon la doc, j'ai de quoi répondre à cette question? Parce que c'est ça qu'on mesure, n'oublie pas. Hein. On mesure l'efficacité de la doc quand même. Est-ce que la doc peut répondre aux questions? Et donc, le système a dit, je ne sais pas non plus, mais il l'a dit plus poliment. De façon plus documentée. Et donc, l'évaluateur a dit, ils sont d'accord, on ne sait pas. La question n'étant pas de savoir si ça c'est bon ou pas. On est en train de mesurer si ça c'est juste. Vous voyez la différence? Et donc, l'évaluateur a dit, le système répond de façon cohérente avec la ground truth. On a des contre-exemples, on a des mesures à zéro, où il y a une question, il y a la vérité, il y a la réponse qui a été générée, et visiblement, la réponse n'est pas assez bonne. On ne peut pas rentrer pourquoi, il faudrait que je relise la question et la réponse. On en a plein d'exemples comme ça, on a des... Voilà, et donc, faites tourner votre système. Et donc, vous arrivez complètement à automatiser le truc, et à la fin, vous avez une note, parce que vous avez 3000 réponses, vous voyez combien vous êtes 0, combien vous avez de 1, ça vous donne une note moyenne, et vous dites, bah, mon système, c'est 82,4%, changez votre prompt, changez qu'un truc à la fois, changez le prompt, et pas le prompt TLN, changez votre prompt, vous réappuyez sur le bouton, et 20 secondes après, vous avez une nouvelle note, et vous savez si ça marche ou pas. Si vous n'avez pas fait ça, je peux vous dire que c'est pas la peine de vous lancer dans l'IA, parce que vous avez testé votre truc, ça a l'air de répondre, un mec qui passe derrière, qui pose une question un peu tordue, parce que le but du jeu, c'est que les mecs qui posent des questions tordues après la deuxième question. Et la raison pour laquelle tous les systèmes échouent, les projets échouent dans les boîtes, elle est relativement simple, c'est que souvent, l'IT, lui, il fabrique le truc, il a demandé des PDF. Comme c'est des mecs de l'IT, ils ne connaissent pas les produits, c'est pas des experts terrain, ils posent 3 questions à la con, ça répond, ils sont super fiers, parce que ce qui les intéresse, c'est que ça bouge, ça a l'air humain. Et puis ce qu'ils font après, ils donnent ça dans la boîte, ils le montrent à leur patron, il dit, regardez patron, tape un truc, ça répond, le patron il dit, c'est bien. Envoyez ça aux équipes produits. Et là, les équipes produits débarquent. Première question, ils font, salut, salut, pose une question con. La deuxième question, c'est la question tordue de, c'est quoi le couple de serrage du boulon? Et là, le truc se crache, et les mecs font, ça marche pas. Et hop, c'est fini. Et le projet est enterré. Dans toutes les boîtes, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont impitoyables. Un expert, si vous lui donnez un outil, c'est pour que ça l'aide. S'il en sait plus que l'outil, ça ne l'intéresse pas, c'est pour répondre aux questions à la con sur des enfonçages de portes ouvertes. Donc les mecs, la deuxième ou troisième question, ils vont tester le système dans le dur, et c'est pour ça que les projets échouent. Donc vous êtes obligé d'avoir cette mécanique de test automatique pour savoir. Voilà, donc en conclusion, je suis à l'heure quasiment, oui, ça fonctionne, on peut faire des millions de trucs qui marchent très 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 bien. Nous, nos clients ont commencé à dérouler en prod. Après une phase, ils ont tous commencé par des phases de test un peu calme, le legal, tout le monde se méfiait. Je trouve que peut-être des expériences passées douloureuses aussi. Voilà, mais comme ça a l'air de fonctionner ce qu'on leur a fourni, ils passent en prod. Et je vous le redis, c'est plutôt d'être vigilant sur les use cases, typiquement la réponse au ticket de support. Vous n'êtes pas obligé de la rouler en prod et que ça soit la première réponse que voit le client. Déjà, ce qu'on a fait, nous, de pré-générer la réponse et d'avoir l'agent de support qui arrive avec un truc pré-généré, vous gagnez 50% du temps de travail pour l'agent de support, ça suffit. Et vous limitez le risque. Le légal, il ne va pas dire on ne peut pas le faire. Il y a un contrôle humain. Vous voyez, il y a plein de façons d'intégrer ça dans votre entreprise en maintenant des phases de contrôle humaine qui font que l'adoption se fait de façon plus sereine. Voilà. Et puis c'est plein d'opportunités pour vous, vous avez plein de trucs à faire, comme écrire 3000 questions-réponses. Voilà. J'ai pas dit trop de mots anglais, ça va. Qu'est-ce qu'il y en a mis dans sa boîte? Qu'est-ce qu'il y a de chatbot sur son portail?
Un chatbot? En fait, dans une défense, nous, on est une société japonaise. Ouais. Nous, on est petite entité, donc on n'a pas la main sur cette partie-là. Et par contre, on vient de découvrir il y a quelques mois, on nous a introduit ce nouveau copain. Et l'exemple que je vais donner était parfait, parce qu'en fait, en gros, dans notre expérience, le PDF c'est magique. Après un PDF que vous traduisez, en fait, ça marche, mais en fait, en gros, moi, la première question, c'est que j'ai voulu balancer un fichier de la technique en disant, bah tiens, pas du bien ça, en fait, Ça n'a pas marché du tout. Bah oui, ça va. et la personne n'a pas compris que les PDF. Ah oui? Ah, ça peut marcher. C'est plus compliqué, mais c'est pas grave. Ouais. Mais quand l'IT prend des projets de contenu, de toute façon, nous on adore, honnêtement. On sait qu'on a perdu 6 mois dans le process de vente, mais ça revient plus fort après. C'est vive l'IT. L'IT chez nous est tombé de sa chaise quand ils ont découvert qu'on mettait à jour le document. Ah, bah par exemple. Ah oui, alors ça c'est l'autre truc, c'est fournissez-moi une fois les documents, je vais entraîner, je vais les mettre dans Azure. Et puis là, le lendemain, vous dites, ça y est, on a une nouvelle version. Puis il me dit, ah ben non, mais attendez, nous on est passé sur un autre projet là, faut qu'on revienne sur SAP maintenant. Ouais, ça aussi, c'est drôle. Non, mais c'est hallucinant. Enfin, moi, et ça, on tombe de sa chaise quand on entend ça. Parce qu'on n'imagine pas que l'IT n'imagine pas que les documents vivent. Ouais. On les écrit une fois et c'est fini. Mais évidemment. Ouais. Vive l'IT. C'est votre meilleur ami. Donc personne ne sait pas. Aujourd'hui, si je dois aiguiller mes clients vers un choix de rédaction, finalement, de ce que je comprends, j'ai tout intérêt à leur dire, rédigez tout dans un langage, vous dites à tout que vous les rédigez dans un langage, et derrière, on se charge de trouver un éditeur qui sera capable, avec, pas LLM, mais le BIA en tout cas, de traduire en n'importe quelle langue. Aujourd'hui, l'IETP... Ouais, même T-Engine, ouais, complètement. Ouais, Machine Translation Engine plutôt qu'un LLM, mais ouais. Ouais. C'est pas le choix de beaucoup. Hein. Je sais. C'est plus ou moins vrai. Non, ça commence, je veux dire, quand... Mais c'est toujours un petit peu... ce qui me rend triste. Ce qui me rend triste, vous avez vu les gens pour qui on travaille, sont les gens les plus riches, et en fait, c'est ceux qui dépensent le moins d'argent. C'est terrible, parce qu'en fait, la trad différente, ça coûte plus cher. SAP, ils sont... Enfin, c'est pas les 50 millions qui les aient boités. Hein. C'est beaucoup d'argent, 50 millions en trad par an. Mais ça les fait pas boiter, SAP. Je pense que ça fait milliards de chiffres, ce truc. Mais ils ont considéré que ça les ralentissait. C'était pas tant l'argent que le process complet. C'est-à-dire que chaque fois, il faut que ça parte à la trad, ça revient. Ils livrent une version du soft maintenant, comme tout éditeur logiciel. Continuous improvement du logiciel. On fait 7 releases par semaine. Hein. 7,4 releases par semaine sur notre plateforme. Vous, nos clients ne le voient pas. Hein. 7,4 mises à jour de la plateforme par semaine. Donc il y a toujours un nouveau feature, il y a toujours un nouveau truc, on ne va pas attendre la trad pour réviser. Et pourtant, il faut que la doc soit synchrone avec le produit. Donc vous êtes dans le logiciel, vous pré-traduisez plus, vous n'avez pas le temps. Vous écrivez dans une langue. Déjà, il faut que les mecs à la doc, ils suivent le rythme d'évolution du soft. Déjà, ça c'est compliqué. Si vous rajoutez des lettres dessus, c'est même pas la peine. Et vous ne dites pas, je vais réviser ce truc corrigé ou ce nouveau feature dans 3 semaines ou dans un mois parce qu'il faut que j'ai récupéré les trades en allemand et en chinois ou en japonais. Donc vous balancez tout et puis on traduit à la volée. Donc c'est tant les process que l'argent. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que... Enfin bizarre, pour revenir à votre question, ce qu'on voit, c'est que les plus petites boîtes, quand je parle d'une petite boîte, une ETI même, hein, je ne parle pas de... sont ceux qui finalement souffrent le plus de ne pas adopter des trucs que font les gros et qui leur permettent de gagner vachement de pognon et vachement d'efficacité. Alors que c'est accessible à tout le monde. Hein. Les MT, vous allez voir Dominique, je crois qu'il a les bons de commande dans la poche gauche, il fait ça toute la journée. Non, c'est ce qu'ils font. C'est dispo sur le marché. Sauf que c'est plus un problème c'est l'idée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'idée que s'en font les sociétés. Le coût d'écrire de la doc en Word, enfin, le coût caché, hein, par rapport à ce que coûtent aujourd'hui des outils d'écriture en doc structuré, ça n'a rien à voir. Sauf que c'est les grosses boîtes qui ont fait le pas de passer en doc structuré, qui gagnent un temps fou, qui sont plus agiles, plus réactifs, qui achètent FluidTopics, qui font de la trad auto. Et donc en fait, ça leur coûte un peu plus cher sur les outils, mais l'efficacité, mais ça leur coûte tellement moins cher en process, en temps homme, ils sont 10 fois plus efficaces que les petites boîtes. Ouais. Alors, honnêtement, je travaille pour un géant de l'aéro, qui est un de mes principaux clients. Tout ne tient que par rapport au contrôle. Ah ben, on va plus dire régulatory dessus, mais ça change aussi. Hein. Nous, on voit des boîtes, même dans le RIC, ça commence à changer. On voit des boîtes qui font ça, se posait pas mal de questions. Ouais.
Oui, ça secoue les autorités de régulation qui se disent étonnamment, il y a tellement de pression pour faire de la traduction automatique, faire des choses comme ça, qu'elles commencent ou même de la publication en ligne. Alors que la plupart des autorités de régulation demandent des PDF. Tout ce que Fabrice a montré, c'est un peu plus compliqué à faire. Ah bah, la machine directive européenne, ça a changé déjà. Voilà. Donc ils sont en train petit à petit d'évoluer sous la pression des équipes. Je crois que la FDA, par exemple, a changé aussi dans nos règles sur la pharma. La FDA a changé. Avant, ils demandaient il fallait faire recertifier la doc chaque fois qu'ils changeaient 3 mots. Et maintenant, ils disent non que sur des majeurs. Enfin, on met devices, par exemple. Il y a plein de choses qui ont changé, en fait. Dans les cycles de réapproval de doc, si on est sur du... Il y a un pourcentage que le Voilà. développeur... Il y a plein de trucs qui ont changé dans la... Mais on est dedans, hein. On n'y est pas encore. Hein. Je suis d'accord avec vous. On peut faire de l'approbation de process et plus de documents Ouais. unitaires. On n'y est pas encore, je suis d'accord. Ouais, c'est douloureux. Hein. C'est douloureux. Ok? Allez, café. Ah non, pas café, désolé. Non, désolé. Ah, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors moi, dans ma boîte, on n'a pas de chatbot, mais je suis là aujourd'hui parce que mon chef, il en veut. Ouais, voilà. Il me dit, on a un contenu extraordinaire. Aujourd'hui, alors moi, je suis nouveau dans la boîte. Eh ben, Le doc n'existe pas. Jouez-moi. Il manquait la rencontre. Je suis nouveau dans la boîte, il n'y a pas de rédacteur technique. La boîte vient de sortir son produit en 1.0. D'accord. Par contre, il me dit, c'est extraordinaire. Nous, on utilise Discord. Je ne sais pas qui utilise Discord ici, mais on n'utilise pas Teams. On utilise Discord pour ce qui est interne et même externe. Ouais. Du coup, nos utilisateurs ils posent plein de questions. Ouais. Qui Et là, sont, ça nous coûte à chaque très fois cher de répondre. Et du coup, il y a plein de questions. À chaque fois qu'il y a une question, ça crée un thread qui a des réponses dedans. Et il me dit, ça c'est génial, tu crées un chatbot, tu lui files tout ça, il y a plein de contenu avec des réponses bonnes ou pas. Le problème, c'est vous pas. Qui va aller vérifier, je sais pas. Ah, si on a le droit de mentir, c'est bon maintenant. Alors. Et surtout, moi, ma question, c'était sur le ground of truth, là. Ça, le jour où ça évolue et que c'est plus vrai. Ah bah, on la revient sur le truc que je vous ai et dit la avant, réponse, c'est comment on fait pour le maintien de cohérence entre ce que j'appelle ancillary knowledge et les core knowledge. Le core knowledge, c'est celui qui est tout le temps maintenu, écrit, révisé, d'accord? C'est souvent celui qui est en dita ou des choses comme ça. Et puis tout ce qui est ancillary knowledge, c'est un peu tout ce qui a tendance à être autour de ça, écrit dans la boîte. Et toujours la difficulté, c'est pas de checker la validité du core knowledge, parce que souvent il y a tellement de relectures, il y a tellement de gens qui travaillent dessus, c'est créer vérifier la cohérence entre les knowledge annexes, le savoir annexe et le savoir central. Et c'est celui-là. Donc typiquement, les 3000 questions. Qui fait que certaines choses sont toujours applicables et que donc quelqu'un qui va tomber sur ce contenu en cherchant comment résoudre un problème ne va pas se tromper et ne va pas utiliser quelque chose qui n'est plus valable. Et c'est là où c'est sympa, c'est que